Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre dans lequel, il est temps de retourner à Poudlard à bord du Poudlard Express. Et c'est un départ un peu particulier pour Harry, même si évidemment ça n'a rien à voir avec l'incident de la Ford Anglia de l'année dernière. En fait, si le départ est étrange cette fois-ci, c'est parce qu'en surprenant une discussion entre Monsieur et Madame Weasley, Harry a appris que le dangereux Sirius Black est en fait à ses trousses. Pour le moment, Harry n'est pas plus paniqué que ça. Il faut dire qu'il a affronté à 3 reprises Lord Voldemort déjà. Alors bon, un ancien mange-mort à sa poursuite, à côté de ça, ce n'est pas grand-chose. Mais si le danger se trouvait ailleurs, une chose est sûre, c'est qu'Harry n'a aucune idée de ce qui l'attend à bord du Poudlard Express. C'est un peu comme vous là, vous tous, chers auditeurs. Est-ce que vous savez ce qui vous attend pour cet épisode ? Parce que comme à l'épisode précédent avec Lucas, Marina et moi ne sommes pas seuls pour cette émission. Et oui, on est ravis d'accueillir un autre ancien du podcast. Il est parfois connu sous le nom de Dobby, l'elfe modérateur. Certains auront très certainement reconnu le spécialiste de Pottermore. Harold! Salut Harold, comment tu vas ? Très bien, bonsoir à tous. Bah ouais, c'est cool parce qu'on a reçu Lucas la semaine dernière, mais non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et donc maintenant, on a Harold. C'est un plaisir de t'avoir. Comment ça se passe de ton côté ? Fort bien, je voudrais commencer par remercier Lucas, dit le lac noir. Voilà, petite private joke pour les auditeurs du podcast. Lac noir pour les intimes. C'est ça. Bon, en tout cas, Harold, c'est un plaisir de te recevoir. Et puis, tu vas nous accompagner pendant l'ensemble de l'émission, en commençant d'ailleurs par une petite interview introductive sur toi, avant qu'on suive tous ensemble ce chapitre 5. Et comme d'habitude, en dernière partie d'émission, on va tenter tous les 3 de répondre à quelques hiboux que l'on a reçus dans notre volière. On y va. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 5. Le détraqueur. Alors, juste avant de replonger dans ce chapitre 5, on a quelques questions pour toi, Harold. La première, c'est en guise de présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter et aujourd'hui, quelle est la place d'Harry Potter dans ta vie ? Alors, comment je l'ai découvert ? Tout simplement parce qu'on m'avait offert les 3 tomes à un Noël. Je pense... c'était un peu avant la sortie du 4e tome au cinéma, donc c'était vers 99-2000, je dirais. Et du coup, ils sont restés 3 mois dans un placard et ma mère m'a disputé parce que c'était pas bien de pas lire des livres qu'on m'avait offerts. Et du coup, je les ai ouverts et je les ai lus les 3 en une semaine. Ah ouais. Et je suis resté dedans depuis. Avant le premier film, du coup. Oui, pardon, j'ai dit le 4e. Oui, pardon, c'était avant la sortie du 4e bouquin. Et vraiment peu de temps avant le premier film. Je pense un an ou quelques mois. Mais... Ouais, parce que quand le premier film est sorti, les 4 premiers livres étaient sortis. Je suis un peu dégoûté parce que comme j'avais peu de respect pour Harry Potter au tout début, j'ai pas gardé. En fait, c'était carrément un coffret des 3 livres. J'ai perdu le coffret. Ah j'ai toujours les 3 bouquins, bien sûr, mais j'ai perdu le coffret. Et du coup, je me dis, mince. C'est assez dur à trouver en plus. Et je crois qu'ils sont assez chers aujourd'hui quand on les trouve sur le Bon Coin ou des choses comme ça. C'est peut-être recherché par les collectionneurs, les coffrets. Moi, j'avais le coffret avec les 4 premiers. Mais je l'ai plus. J'ai gardé les livres, mais sauf le premier. J'ai fait un cadeau à quelqu'un avec le premier livre. Mais j'avais le coffret avec les 4 premiers. Je savais même pas qu'il existait un coffret avec les 3 premiers. Tu vois, tu me l'apprends. Et je suis dégoûtée parce que pour un Noël, mes parents m'avaient offert le jeu Harry Potter avec la lévitation. Ah ouais, il est trop bien. Avec la petite boule là. Ouais. Et il manque des accessoires. Je me rappelle des pubs à la télé. Ouais. C'était super bien. Enfin, à l'époque, je l'ai pas autant apprécié que ça en fait. Et aujourd'hui, je regrette un peu. Je sais, j'ai perdu la plupart des accessoires. Je m'en veux un peu.
Et pareil, c'est peut-être perdu dans le grenier de mes parents, mais je me rappelle avoir une bouteille de shampoing où c'était la figurine d'Harry Potter et ça se dévissait au niveau de son buste et il y avait le shampoing Ah oui, après. Ah je l'ai ouais? vu aussi. Oui, Et ouais, en C'était effet, ouais. c'était vraiment Harry Potter année 1 avec sa baguette Mhm. levée. Ah, ça me dit rien, ça, j'ai Ouais, jamais je vu l'ai ça. vu Donc je aussi. me suis même lavé avec Harry Potter. Ah, c'est un peu étrange comme tu dis. Oui. Oui. Récure vite. Ok, ok, ouais, donc t'as eu ce plaisir quand même de découvrir par les livres avant d'avoir vu les films, quoi. Donc ça, c'est quand même Ouais. pas mal. Et le premier film, je crois que je l'ai même regardé, pas au cinéma. Je crois que je l'ai eu en. Ça parlera peut-être pas aux plus jeunes éditeurs, mais je l'ai eu en cassette VHS à Noël. La fameuse VHS. Ouais, moi j'avais les deux premiers en VHS, hein, je me souviens, hein. Et Ah puis ouais, je moi les je ai les ai en saignés, hein, les DVD. VHS, hein. Ah ouais, Et par contre, dès le deuxième, ça a été au cinéma. ok, ok. Et justement, aujourd'hui, est-ce que des fois tu te refais des relectures ou tu te fais des marathons de films? C'est quoi vraiment, ouais, la place que ça a dans ta vie, quoi, Harry Potter? Bah, ça a un peu ralenti. Avec le coup de cast, c'est vrai que j'étais un peu plus, je sais pas, dans l'ambiance, on va dire. Donc, j'ai dû me faire une relecture pendant la période du podcast de tous les livres, où je ralentissais sur les derniers chapitres parce que j'ai toujours l'impression de dire au revoir à mes amis. Euh, mais là, bah, j'achète quand même les versions illustrées de Jim Kay. J'aime bien être un peu attentif aux belles versions des bouquins. Je m'étais acheté ça coûte vite cher, donc j'avais pas été à fond, mais je m'étais acheté l'édition de ma maison des 20 ans, là, en anglais, tu sais, où Ouais, t'as des ouais, gravures à l'intérieur et tout. ouais, 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 tout à fait. Ok. Et justement, bah, le podcast, donc, je crois que tu as été chroniqueur, t'es arrivé pour la deuxième saison, il me semble, Ouais, c'est ça. et t'as fait un paquet d'émissions quand même. Et justement, bah, c'était assez cool cette expérience. Toi, qu'est-ce que t'en retiens un peu de l'aventure Bah, podcast? bah, pour moi, c'était un peu quasiment inespéré. Bah, j'allais pas dire un rêve d'enfant, mais je me dis, ah, je vais enfin pouvoir mettre à profit le fait d'avoir lu 10 fois ces bouquins. Je Ouais, pense que les carrément. gens qui étaient pas trop dans cette dynamique me disent toujours, ah, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Et je me dis, ah, comme quoi ça a servi, Ouais, cette connaissance était mise à profit. puis il y a une communauté qui est encore assez forte, quoi, hein. Oui, en plus. Bah, on l'a vu avec le podcast, on continue de le voir avec grand plaisir avec le Fréquence 9 3 quarts. Et Les nouvelles puis, générations ouais. qui adorent Harry Potter et qui tombent amoureux comme nous. On est tombés amoureux de la saga en étant plus jeunes, au tout début Mais- de l'aventure. Ouais, totalement. C'est vrai que ça me fait plaisir parce que je vois ma nièce, elle a 5 6 ans et avec l'école, elle a commencé à m'en parler. Alors, j'ai essayé de la convaincre d'attendre de lire le livre avant de voir le film. Je sais pas si ça marchera très longtemps. Et, euh, et le week-end dernier, chez des amis, ils avaient pareil une petite fille de 5 ans et sa mère amène un sac. Il y avait enfin, non, plus vieille, pardon, plutôt 7 8 ans. Et elle amène un sac et il y avait le premier tome dans le sac. Et je me suis dit, ah, c'est quand même bien présent encore dans la culture dès le plus jeune âge. Bah, surtout pendant le confinement, le premier confinement, ils avaient passé à la télé toute la saga d'Harry Potter. Et Oui, donc c'est vrai. du coup, il y a des générations qui ne connaissaient pas du tout et qui ont découvert ça et qui ont adoré. Ouais, ouais. Ouais, les films, ça reste une belle porte d'entrée Mm. encore, et les films ont pas trop vieilli, si bien que les jeunes d'aujourd'hui, bah, ça leur plaît encore. Et puis les livres encore plus. Enfin, si on a le goût pour la lecture, ou si ça peut nous donner le goût pour la lecture, Harry Potter, c'est l'idéal, quoi, Mais en fait, ta vraiment. nièce aussi, Ouais, Jérémy, j'essaye. bah, pendant le confinement, elle a regardé toute la saga à Ouais. la télé et c'est comme ça qu'elle s'est intéressée à Harry Potter. Ouais, ouais, c'est vrai que je pense que majoritairement les films restent la porte d'entrée principale, mais justement j'essaie de profiter de que les films lui ont plu à la 11 ans. J'essaie de profiter que les films lui ont plu pour la guider vers les livres. Mais ouais, c'est génial de voir que la communauté Harry Potter continue d'évoluer, continue de grandir avec des jeunes et des moins jeunes qui découvrent et qui adorent. C'est ce qu'on a à cœur aussi de, voilà, ce podcast, c'est aussi pour faire vivre un peu cette communauté. Et voilà. Et en tout cas, c'est super de t'avoir, Harold, de te retrouver. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un épisode dont tu te souviens particulièrement au podcast? Je sais pas, ou un souvenir, ou je sais Bah, pas. je pourrais pas dire quel épisode c'est en soi, mais je me rappelle
On avait vraiment débattu longuement quand on avait parlé un peu des elfes de maison, de comment ils pouvaient être traités dans la saga, de tout un peu le système judiciaire. Enfin, on abordait des fois des questions qui étaient assez rigolotes. Euh, Ça, j'avais bien aimé. C'est vrai que j'aimais bien des fois quand ça dépassait un peu les bouquins aussi. J'aimais beaucoup quand on parlait de l'univers, mais c'est vrai quand on faisait presque de la philo potterienne, ça me faisait bien marrer. En tout cas, on essayait. Et voilà, avec notre théorie du deuil sur cette livre. Oui, ça allait pas mal comme théorie. Et si tu avais été dans le monde d'Harry Potter, tu penses que tu aurais été réparti dans quelle maison de Poudlard et pourquoi? Alors moi, j'ai souvent été vers Serdaigle parce que souvent, je crois savoir la question des tests qui m'envoyaient là-bas, c'est le côté de vouloir apprendre un peu tout sur la magie. Mais je pense que c'est un peu mon point de vue moldu qui m'oriente là-dedans. Si j'avais été direct sorcier, j'aurais peut-être été un peu plus feignant. Mais l'envie de découverte et d'un peu de pas vouloir passer à côté d'une connaissance, je pense que j'aimais bien cette maison-là. C'est très bien. Serdaigle, meilleure maison. Très bon choix. Et justement, si tu devais choisir un personnage, est-ce que ça serait un cerf d'aigle ou un personnage d'une autre maison? Bah, c'est pas évident toujours de nommer un personnage, mais c'est vrai que dans les Serdaigle, j'aime beaucoup Luna quand même. Luna Comme Lovegood, Lucas. elle a un personnage qui est vraiment attachant, un peu à côté, et pourtant très juste. J'aime bien ça. On la présente comme décalée alors qu'elle pointe souvent là où c'est vrai en fait. Ouais. Et C'est puis assez elle a marrant. toute sa place à Serdaigle, parce qu'il y a encore la confusion. Certains pensent que Luna est à pouf souffle, du fait qu'elle soit un petit peu lunaire, un petit peu étrange, Loufoque. pas comme les autres. Et non, non, c'est une vraie Serdaigle. C'est une vraie Serdaigle. Je pense qu'elle correspond bien même par rapport à la façon dont on rentre dans la salle commune avec une énigme où je pense que en fait il n'y a pas forcément une réponse toute choisie. Je l'imagine assez bien donner une réponse totalement un peu loufoque, mais qui finalement est la bonne réponse et qu'elle puisse rentrer comme elle veut dans sa salle. Oui, 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 complètement, complètement. Et enfin, si tu devais choisir un livre et un film. Et ben le livre, j'étais très content que tu m'invites aujourd'hui parce que c'est le troisième m'a vraiment beaucoup Ah, marqué. Le film également d'ailleurs. Pour moi, c'est les deux tournants dans l'œuvre. Aussi parce que je pense que Chris Columbus, il avait fait une adaptation extrêmement fidèle et du coup assez enfantine ouais. des deux premiers livres. Et le troisième, il y a vraiment ce pré-passage vers l'adolescence et puis finalement le dernier bouquin avant le retour de Voldemort. Enfin, si bon, le quatrième c'est en cours, on va dire, mais c'est un peu la fin de l'innocence pour moi des personnages. Ok, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Moi, je sais pas si le troisième c'est mon préféré. En film, je pense que oui. En livre, j'ai toujours du mal à en choisir un, ça change tout le temps. Mais c'est entre le 3, le 6, parfois le dernier. En Mais tout cas, c'est ouais. jamais le deuxième. Donc voilà, merci, merci à Harold. Et en tout cas, tout le long du chapitre, n'hésite pas à intervenir. Dès que tu en as envie, il n'y a aucun problème et on est super content de t'avoir. Et donc, on se lance dans ce chapitre 5 du prisonnier d'Azkaban, où on retrouve au début Harry, le lendemain matin, qui est toujours au chaudron baveur, bien entendu. Et pendant qu'il se prépare, Ron vient dans sa chambre, visiblement énervé, quoi. Il a hâte de se débarrasser de Percy, parce que après le vol de son insigne la veille, il accuse cette fois Ron d'avoir renversé du thé sur la photo de Pénélope Dauclair, sa petite amie. Alors, on sait assez peu de choses sur Pénélope Dauclair, je me suis dit. Et je sais pas vous, mais comment vous l'imaginez en fait, tout simplement? Est-ce que parce que je me demande qu'est-ce qui a pu l'attirer chez Percy tellement qu'il est insupportable en fait à Poudlard. Donc je sais pas comment on sait peu de choses sur elle. Est-ce que c'est un peu le double féminin de Percy ou est-ce que vous l'imaginez autrement cette Pénélope Dauclair? Au niveau caractère ou au niveau Ouais. physique? Non, non, au niveau vraiment plus caractère, hein. Mhm. Bah, moi, j'ai toujours imaginé une sorte de fleur de la cour, et pour moi, c'est un peu, j'ai toujours l'impression que c'était une étudiante détachée de Beaubaton, en fait. Avec le nom de famille peut-être, avec Ouais. le côté Mhm. Dauclair. Mais c'est vraiment traduit parce elle s'appelle Clearwater en anglais, Ouais, c'est donc vrai. ouais, ouais, ouais. Donc elle a pas d'origine française, enfin en tout cas pas visiblement. Mais en fait, je me demande vraiment, parce qu'on sait assez peu de choses sur elle, mais bon, pour quand même être attiré par Percy pendant sa scolarité à Poudlard, je pense que est-ce qu'elle est pas un Il peu comme lui? il faut de Ouais, tout c'est ça. pour faire un monde. Ah oui, oui, oui.
Mais elle est préfète en chef aussi, je crois. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'ils ont des points communs. Et justement, sur Pénélope Dauclair, j'ai une petite anecdote, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas si elle est née moldue ou sans mêlée. Enfin, visiblement, elle serait plus sans mêlée, mais si on se rappelle bien, c'est une victime du basilic dans la Chambre des Secrets, en même temps qu'Hermione, avec le miroir, parce que Hermione se protège avec le miroir et elle dit à Pénélope Dauclair, attention, il y a un monstre dangereux, et paf, elles finissent pétrifiées toutes les deux. Mais pourtant, quand Hermione va se faire capturer par les rafleurs dans les reliques de la mort, Hermione, en fait, dit qu'elle s'appelle Pénélope Dauclair. C'est un peu comme Noville Lion du Bas dans le chapitre précédent, c'est le premier nom qui lui vient de tête en tête. Et elle dit qu'elle est sans mêlée. Et je pense qu'elle a plutôt intérêt à dire la vérité, parce que s'il retrouve dans le registre Pénélope Dauclair, bon, visiblement elle est sans mêlée. Mais ça voudrait dire que c'est une victime collatérale dans la Chambre des Secrets. Parce que ça veut dire qu'elle c'est pas une née moldue, donc en fait, sans doute que le basilic, comment dire, targetait en fait Hermione Granger, et en fait Pénélope Dauclair serait une sans mêlée victime collatérale. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est une née moldue, il y a une petite incohérence, mais je sais pas. Voilà, je voulais juste. Non, je pense que c'est plutôt une victime. Enfin, j'ai toujours vu comme une victime collatérale, en fait, Ouais. et pas une cible du basilic. Parce qu'elle était avec Hermione en même temps. Donc je pense que oui, elle lui a dit fais attention, longe les murs et regarde avec un miroir. Et Hermione a juste croisé Pénélope Dauclair et elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Ma théorie. Ouais, Harold, tu voulais dire? Ça fait longtemps que je me suis pas plongé dans le tome 2. Vous l'avez relu plus récemment que moi. Mais j'avais eu l'impression dans mes souvenirs qu'en fait Percy avait à moitié des soupçons sur Ginny et qu'elle avait fait un peu ça pour le sécher un peu, en fait, pour le calmer, pour pas qu'il enquête. Alors qui, Mais du coup? Percy, Ah. que Percy, en fait, il était un peu à trouver que Ginny était bizarre, ou il commençait à découvrir un truc, et que le fait de pétrifier sa copine, ça le choque tellement qu'il pense plus à ça, en fait. Ah J'ai oui. pas de souvenir de ça. Ouais, ouais. Mais je me trompe peut-être. Bah, en fait, je pense que peut-être que tu confonds avec comment dire, quand Hermione est pétrifiée, et je crois que c'est les Poufsouffles, et notamment Ernie Macmillan, qui dit ok, en fait, je me suis complètement trompé, t'aurais jamais pétrifié ta meilleure amie. Oui, c'est vrai. Oui, il y a de ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait Hermione qui enquêtait. Oui, peut-être je confonds les deux. Ça. Mais par contre, Percy, c'est vrai qu'il est complètement chamboulé quand, bah, évidemment, quand Pénélope Dauclair est pétrifiée. Mais du coup, ça me fait penser, parce que si c'est une victime collatérale, Hermione, elle a voulu lui rendre service quelque part. Mhm. Mais elle aurait peut-être pas dû, parce que enfin, finalement, Hermione, elle aurait fini pétrifiée, et si elle lui avait pas dit pour le miroir, Pénélope Dauclair, bah, peut-être qu'elle aurait assisté à la scène, mais bon, visiblement, le basilic l'aurait pas attaqué elle, donc elle aurait pas fini pétrifiée. Est-ce que Hermione lui a vraiment rendu service si elle est pas née moldue? Bah si, parce Et que c'est même peut-être- si elle avait assisté à la scène, elle aurait vu le basilic quand même. Ouais, tu penses que le basilic, il attaque quand même des témoins, par exemple? Ouais, peut-être. Parce qu'il suffit de croiser son regard pour... Ouais. Mais après, en théorie, il est censé s'attaquer au nez moldu et... Oui, mais s'il y a Y a deux personne d'autre. personnes en même temps, Ouais, complètement. ou au moins il a des œillères, tu sais, pour cibler vraiment les personnes. Enfin bref, c'est un détail, mais c'est toujours intéressant. Donc, ouais, effectivement, je pense qu'elle est sans mêlée, que c'est une victime collatérale, parce que sinon je vois pas pourquoi Hermione dirait qu'elle s'appelle Pénélope Dauclair et qu'elle est sans mêlée. Ça serait trop risqué. Tu voulais ajouter quelque chose, Harold? Non, ça me paraît pas mal. En tout cas, pour revenir au chapitre, Harry s'apprête à révéler à Ron ce qu'il a entendu la veille à propos de Sirius Black et lui, mais Fred et George viennent au même moment féliciter Ron d'avoir rendu Percy aussi furieux. Tout le monde descend prendre le petit déjeuner dans la salle au rez-de-chaussée. Monsieur Weasley, comme à son habitude, lit la Gazette du Sorcier pendant que Madame Weasley est en train de raconter à Hermione et Ginny la fois où elle avait concocté un filtre d'amour dans sa jeunesse. Ouais, je me dis, est-ce que Molly, c'était pas un peu une petite rebelle quand même pendant sa scolarité à Poudlard, à concocter des petits filtres d'amour comme ça? Je sais pas. Mais c'est terrible quand même d'utiliser des filtres d'amour. Parce que du coup, tout revient à la question du consentement. Finalement, C'est il vrai. n'y a pas de consentement quand tu fais un filtre d'amour. Tu obliges la personne magiquement à tomber amoureux de toi. C'est assez atroce, je trouve. Quel est l'intérêt d'être avec une personne si elle t'aime pas vraiment en retour? Il n'y a aucun intérêt. C'est juste... c'est fictif, en fait. C'est illusoire. Et c'est terrible parce que quand le filtre d'amour ne marche plus, si la personne, tu n'intéresses pas, ça fait un peu de mal à l'ego et beaucoup de mal au cœur aussi.
Ouais, et puis bah on a un bel exemple avec Lord Voldemort. Hein. Et ça finit très mal. Lord Voldemort, ça a fini très mal quand sa mère a fait ça. Et puis Je fais un filtre d'amour et ça tourne mal. Prochaine vidéo sur YouTube. Mais il y a une scène assez drôle avec Ron, quand même. Oui. Ouais. Bah en fait, c'est par exemple avec Romilda Vane et Ron, c'est vrai que ça tourne plus au gag, c'est assez drôle. Mais par exemple, j'ai souvenir de slogan qui dit attention, c'est la potion la plus dangereuse qui se trouve dans cette salle en ce moment, c'est le filtre d'amour. Et c'est vrai que, bah par exemple, Fred et George, ils en vendent dans leur boutique et tu te dis mais attends, c'est super dangereux quand même. Enfin, je veux dire, ouais, la question du consentement, c'est terrible hein, avec cette potion. Après, les petits filtres qu'ils vendent dans leur boutique, est-ce que c'est pas un peu de la trappe touriste en quelque sorte, tu vois? Une version allégée, une version Ouais, light, très très allégée. sans sucre. Genre ça dure 1 minute ou 2 minutes, ton crush te fait des yeux doux et voilà. Ouais, limite c'est à ça que je pense avec Romilda Vane et Ron. J'ai envie de penser que c'est un truc, enfin voilà, c'est pas un filtre d'amour très fort. Et avec Molly, là, avec sa petite anecdote, j'espère que non plus, quoi. C'est vrai que moi j'imaginais aussi peut-être différentes puissances de filtres d'amour et que effectivement dans le cas de la mère de Voldemort, on peut imaginer vraiment un truc où c'est limite un lavage de cerveau, où la personne elle pense plus qu'à elle, d'aller à me dire par exemple il y en a un, j'en sais rien. Il préfère les blondes et bah paf il voit cette fille-là comme la plus belle blonde alors qu'elle est rousse. Enfin j'imagine différents degrés Ouais. mais c'est vrai que ça peut aller très loin quand même. Complètement. Et en tout cas, si je me demande si Molly était pas un petit peu rebelle, c'est que ça me rappelle une autre petite anecdote qu'on apprend dans le tome suivant, le tome 4, parce que on sait que un jour avec Arthur, ils sont rentrés à 4 heures du matin dans leur salle commune après avoir, entre guillemets, flâné, pour rester poli. Et, et Arthur, il s'est fait choper par le concierge de l'époque qui s'appelait Apollon Picotte. Et Molly, elle s'est fait disputer par la grosse dame. Donc voilà, ça sortait aussi en pleine nuit. Donc après, bon, bah, c'est facile hein, de faire la morale à Fred et George, mais je pense que Molly, elle a eu peut-être une adolescence et une jeunesse un peu rock'n'roll à la Poudlard. J'aime bien penser ça en tout cas. Un peu à la Ginny. Ouais. Bah, je pense que Ginny et Molly se ressemblent, mais ouais, complètement. Alors Ron, lui, il a envie de savoir ce que Harry veut lui dire, mais il y a trop de monde autour d'eux et ils sont bien trop occupés ensuite à descendre leurs valises. Une fois n'est pas coutume, Ron et Hermione se disputent à propos de Paton Rond. Ron lui dit qu'il est hors de question que Hermione le libère dans le Poudlard Express avec Croutard auprès de lui. Encore une fois, comme au chapitre précédent, je trouve qu'il a pas tout à fait tort, Ron. Je trouvais Hermione un petit peu égoïste avec son chat. Enfin, je veux dire, elle vient d'acheter un chat alors que son meilleur ami a un rat qui, a priori, est en fin de vie et hyper fragile. Et elle parle déjà de le libérer dans le Poudlard Express. Enfin bref, c'est mon avis. Je sais que Marina, toi, t'es full chat. Ah oui, d'ailleurs, petite news pour les auditeurs qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Vous saviez à quel point j'avais envie d'avoir un deuxième chat et à quel point Jérémy y était opposé? Non, je sais pas. Non, t'étais un peu opposé. Ok. Un peu. On va dire un peu opposé. Un peu. Eh bien, depuis dimanche dernier, nous avons accueilli un deuxième petit chat. Du coup, dimanche dernier, parce qu'on enregistre un peu en avance, on a accueilli un petit chat, un petit Maine Coon qui s'appelle Sirius Black. I win. Merci pour votre soutien. Ouais, il est tout noir et c'est l'année des S et donc du coup évidemment, on a Sirius Black. On n'a pas réfléchi. Et c'est un véritable maraudeur. Hein. Il porte bien son nom. C'est un vrai maraudeur. Mais en vrai, Paton est pas vraiment un chat, donc Hermione est peut-être pas vraiment gentille. Et méchante, je veux dire. Oui. C'est un mi-flaireur. Puis s'il attaque Croutard, du coup, il a une très très bonne raison pour ça. Oui, mais en même temps, je pense pas que Hermione soit au courant que ça soit un mi-flaireur et je pense pas qu'elle soit au courant que Paton Rond chasse Croutard pour la raison qu'on sait. Donc non, là vraiment, je trouve qu'elle est juste « Ah, j'ai un chat, c'est trop bien !» Et puis, bah, t'as oublié que ton meilleur ami, il a quand même un rat qui est... Pourquoi tu m'imites, là, exactement? Non, je t'imitais pas. C'est toi qui projette, là. Les voitures du ministère sont arrivées et tout le monde peut alors charger ses affaires. Une fois dehors, Arthur ne lâche pas Harry et il lance des regards à droite à gauche. #bodyguard. Le trajet à King's Cross se passe plutôt... Il porte Harry comme dans le film Bodyguard avec Tina Turner. C'était quoi la BO de ce film
Voilà, je sais plus. Le Will Always Love You, non, c'était pas ça. C'est la chanson est dans ce film-là. Bah, je crois, mais je suis pas sûre. Il faudrait vérifier. N'importe quoi. Une bonne fanfiction à venir. Ouais. Mais en tout cas, ouais, le trajet se passe bien. Il faut dire que les voitures sont ensorcelées pour prendre des raccourcis impossibles, ce qui est plutôt pratique dans Londres, je pense. Oui, bah nous on a Waze, hein, donc ça va. Hein. C'est le Waze sorcier. Ce qui fait que tout le monde arrive à la gare avec 20 minutes d'avance. Comme au chambre baveur, Harry reste auprès de Harry une fois dans la gare et il l'accompagne pour franchir la barrière magique en premier. Je m'imagine bodyguard maintenant. De l'autre côté, le Poudlard Express les attend en soufflant des panaches de fumée. Chacun arrive les uns après les autres. Quand Percy aperçoit Pénélope une fois sur le quai, il se lisse les cheveux avant de partir la rejoindre en bombant le torse. Alors il y a un petit moment de complicité à ce moment-là entre Harry et Ginny qui s'évitent du regard pour ne pas exploser de rire. Ce qui est plutôt mignon. Au bout du train, les Weasley, Hermione et Harry trouvent bientôt un wagon vide et ils chargent les valises à l'intérieur. Ils descendent ensuite pour un dernier au revoir. Madame Weasley serre tout le monde dans ses bras avant de distribuer ses traditionnels sandwichs. Les sandwichs trop bons au cornet de bif. Au même moment, Monsieur Weasley appelle Harry pour lui parler seul à seul. Arthur a l'air tendu quand il dit à Harry qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Mais Harry coupe court l'inquiétude de Monsieur Weasley en lui révélant qu'il a déjà tout entendu sans faire exprès. Sans faire exprès. Ouais, sans faire exprès, quand même. Bon, il a essayé de pas écouter, mais quand il a entendu son nom, il n'a pas pu s'empêcher. On en était arrivé à la conclusion avec Lucas au dernier épisode que bon, on aurait fait la même chose globalement, quoi. Oui. Toi aussi, Harold, t'aurais fait pareil. Tu excuses la curiosité de Harry? Oui, là, pour cette fois-là, oui. Il y a d'autres fois où je trouvais qu'il était un peu maladroit, mais là, t'as deux adultes qui sont en plus pas tes parents, mais qui te connaissent un peu, qui parlent de toi. Quand même, tu t'attardes un peu. Ouais, j'aurais fait pareil, hein, donc je le blâme pas du tout. Bon, Arthur est un peu gêné, mais Harry lui explique que c'est pas plus mal. Comme ça, lui, Arthur, il a tenu sa parole à Fudge de ne rien dire, et lui, Harry, il est au courant de la situation. Alors, je le trouve très pragmatique, là, à ce moment-là, Harry. C'est assez mature pour son âge, je trouve, de réagir comme ça. Et ça me fait penser, en fait, au choix qu'il va faire. Bon, c'est un choix beaucoup plus grave et tout, mais ça me fait quand même penser au choix qu'il va faire d'épargner Pettigrew à la fin. Parce qu'il pense vraiment de façon pragmatique. Bah voilà, comme ça, vous avez tenu votre parole, et moi, je suis au courant. Un peu comme avec Pettigrew, c'est non, il faut pas le tuer, on va l'épargner, comme ça, toi, Sirius, tu vas être libre. Et je trouve qu'il fait vraiment preuve d'intelligence aussi, Harry. Il n'y a pas que Hermione. Et voilà. Mais de quoi tu parles, Pettigrew il est mort, non? Non. Oublie, Marina. J'ai rien dit. Ouais, t'as rien dit. Vous faites pas de spoiler? Ouais, si, bien sûr. Si, non, y a pas de souci. Non, bien sûr. Enfin, on s'adresse à des gens qui connaissent déjà la saga. Donc, on a prévenu dès le départ. Oui. Il n'y a pas de spoiler. Il y en a plus, en tout cas, depuis bien longtemps. Harry explique à Monsieur Weasley qu'il n'a pas plus peur que ça, parce que Sirius Black, il peut pas être plus dangereux que Voldemort. Ce qui fait tressaillir Arthur quand il entend le nom. Alors c'est marrant parce qu'à ce moment-là, Harry il dit à Monsieur Weasley qu'il essaye pas de jouer les héros. Et c'est un truc qui revient souvent, et c'est quelque chose qui est souvent reproché à Harry, c'est de jouer les héros. Et là, il le dit textuellement, mais je joue pas les héros. Hein. Comme Daniel Balawan. T'as envie de faire une playlist là sur cet épisode-là. Mais c'est quand même une position qui reprend dans le tome 5 au moment de la création de l'armée aussi. Je suis pas un héros, hein, c'est quand même arrivé par hasard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être même qu'il le redit, ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il se dédouane un peu de tout ce qu'il a fait en disant c'était des coups de chance. Ouais, complètement. Le Poudlard Express est sur le point de partir, comme le fait remarquer Molly un peu plus loin, mais Arthur a une dernière chose à demander à Harry. Il lui demande de jurer qu'il n'essaiera pas de retrouver Black. Alors Harry est choqué par la demande parce qu'il voit pas pourquoi il essaierait de retrouver quelqu'un qui veut le tuer. Et de toute façon, avant que Harry puisse promettre quoi que ce soit, il doit se précipiter pour entrer dans le train qui a démarré. Et bientôt, Monsieur et Madame Weasley disparaissent de son champ de vision. Alors encore une fois, comme j'ai dit au dernier épisode, je trouve que Arthur, il montre bien qu'il a parfaitement cerné Harry en lui faisant promettre en fait de pas retrouver son parrain. C'est comme si il arrivait à prédire ce qui va arriver, quoi. Je le trouve plutôt intelligent aussi sur ce coup-là, Arthur. Harry ne perd pas de temps et il dit à Ron et Hermione qu'ils doivent parler en privé. Immédiatement, Ron ordonne alors à Ginny de s'en aller. Sympa
le frère. Et on verra plus tard dans la saga que Ron est très très dur avec Ginny. Oui, c'est vrai. C'est un peu la protection du grand frère, mais protection un peu toxique en fait. Il dépasse largement les bornes. Ouais, là, parce que là, il lui dit va-t'en, quoi. Il est hyper sec et. Après, bon, il y a beaucoup de frères et sœurs un peu qui sont comme ça, hein, donc je pense que ça décrit aussi quelque chose qui est réel, mais bon. C'est vrai que là, ils ont quoi? Ils ont 13-14 ans, et puis elle en a 10-11, donc je pense qu'il y a vraiment aussi. Décalage je suis d'accord d'âge. avec toi. Pour l'après-saga, Marina, c'est vrai que t'as raison. Mais pour Actuel, c'est peut-être plus le côté la gamine, allez hop, bye Ouais. bye, quoi. Ouais. Mais qui sont eux-mêmes des gamins. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est un âge où même un très petit décalage d'âge, ça fait beaucoup de décalage d'âge pour eux, tu vois. Je peux pas trop dire, je suis unique, donc... Non, mais même, tu vois, même quand t'es en quatrième, genre les sixièmes, c'est des tout petits, oui, tu ouais. vois. C'est un Alors peu que ça, toi-même, t'as un petit bout Oui. encore. Complètement. Désolée au quatrième. Ouais, arrêtez, vous êtes en quatrième. Si vous êtes en quatrième, vous écoutez, les sixièmes, ils ont 2 ans de décalage que vous, donc arrêtez, ok? Ah non, je vais pas sortir avec un sixième, il est beaucoup trop jeune. Non mais la honte. Pardon. Quand j'étais en sixième, je suis sorti avec une quatrième. Ouh, Et je peux te dire tu que devais être tellement fière. Ah ouais, ça c'était la classe. Et tous mes copains étaient amoureux d'elle, du coup, parce qu'ils ont vu. Mais Ça balance. elle sort avec un geek de sixième, mais on a tous notre chance. Enfin bref. C'était tellement le cliché du geek. Ah oui, moi, sévère, hein, sévère. Star Wars, Harry Potter, Ah bah ouais, c'est Seigneur clair. des Anneaux. Ah bah on était un trio où il y avait un fan de Star Wars, un fan d'Harry Potter, un fan du Seigneur des Anneaux. Voilà. Autant dire qu'on n'était pas très populaire. Harry, Ron et Hermione s'avancent ensuite dans le couloir pour trouver un compartiment vide. Le seul qu'ils trouvent se trouve au bout du wagon, mais quelqu'un y est déjà installé. Ce qui frappe en premier le trio, c'est qu'il ne s'agit pas d'un élève, mais d'un homme adulte profondément endormi. Sa robe de sorcier est en mauvais état et il semble malade. Hermione remarque aussitôt que sa valise indique que l'individu est le professeur R.J. Lupin. Ça me fait plaisir de dire ce nom dans ce podcast, tellement j'aime ce personnage, Lupin. Est-ce que vous savez à quoi correspond la lettre J dans son nom? Nope. Johannes. Non, ce n'est pas Johannes. Junior. Non. Vous Ah, avez cherché trop loin. En plus, je les ai lus parce que c'est dans les e-books, il y a toute l'histoire de Lupin et forcément, je ne me rappelle plus. James? Non, t'es pas loin. Janus. Non, non, c'est un nom assez commun. Ça aurait pu être rigolo, Janus, avec le côté double visage. Ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. Non, il s'appelle Remus John Lupin. Ah, décevant. Décevant, ouais, mais Remus John. Et d'ailleurs, pour faire un peu d'étymologie sur Lupin, parce que vraiment Lupin, c'est le personnage où l'étymologie raconte tout. Alors, pour son prénom Rémus, dans la mythologie romaine, il était le frère de Romulus, et ces deux frères ont été élevés par une louve. Et en latin, son nom de famille, Lupin, lupus, ça signifie loup. Donc il s'appelle loup, quoi. Vraiment, tout indique, c'est un loup-garou. Genre Rémi, mais c'est vrai que Rémus, en plus, c'est quand même... on en croise pas souvent. Oui, complètement. Mais comme souvent dans Harry Potter, beaucoup de personnages ont des prénoms assez particuliers, et en plus, le prénom raconte le personnage, quoi. Beaucoup de déterminisme dans Harry Potter. Ron se demande bien quelle matière il enseigne, cet individu, mais pour Hermione, c'est évident. À leur connaissance, il n'y a qu'un poste vacant, celui de professeur de défense contre les forces du mal. Ron espère qu'il sera à la hauteur, si c'est le cas, parce que, bon, il n'a pas l'air très costaud vu comme ça. Il s'installe donc dans le compartiment, et Harry leur raconte enfin la discussion qu'il a surpris entre monsieur et madame Weasley. Quand ils apprennent la vérité sur Sirius Black, ils sont tous les deux atterrés. La première réaction de Hermione, c'est de dire que cette fois, il faut vraiment pas qu'il cherche les ennuis, mais Harry lui précise que c'est plutôt les ennuis qui viennent le trouver. Et là, je voulais avoir un peu votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt Team Hermione ou Team Harry? Est-ce que vous pensez que Harry cherche les ennuis ou que c'est plutôt les ennuis qui viennent chercher Harry? Un peu des deux. Il y a les ennuis qui viennent chercher Harry, mais du coup, Harry il fait « Oh tiens, un ennui. Tiens, je le prends et je l'amplifie et je vais jusqu'au bout, en fait. » Donc il y a un peu des deux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, Marine. Et qu'il y a des fois où ça pourrait s'arranger plus facilement et qu'il plonge quand même la tête dans la première. C'est ça.
Un peu un mélange des Euh, deux, peut-être, parce que il y a une condition quand même. Genre, je veux dire, il a pas choisi d'être l'élu, il a pas choisi d'être Harry Potter. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, il fait pas les meilleurs choix, il est pas le plus malin, il s'attire plus d'ennuis encore. Ouais, c'est En vrai. parler à un adulte, trop simple. Oui, c'est ça, c'est ça. donc je dis oui, Harry, je trouve qu'il est un peu le cliché du Gryffondor chevaleresque à courir la tête la première et un peu presque romantique dans le côté j'y vais et des fois t'as envie de dire peut-être 12 ans, peut-être un adulte serait plus performant. Ouais, complètement. C'est peut-être une caractéristique des Gryffondors de chercher les ennuis aussi, un petit peu. Ouais, t'as raison, complètement. Parce que mine de rien, quelqu'un qui est un peu dans le même cas, même s'il est moins sur le devant de la scène, c'est Neville. Je trouve souvent que les ennuis le trouvent. Et, et en même temps, il y a d'autres personnes de Gryffondor, c'est eux qui vont chercher les ennuis. Donc c'est vrai qu'il y a ce mélange dans les Gryffondor. Complètement d'accord avec toi. Alors, ce que remarque en tout cas Harry, c'est que Ron et Hermione ont l'air d'avoir beaucoup plus peur de Black que lui. Au bout d'un moment, ils entendent un sifflement. Il s'agit en fait du strutoscope dans la valise de Harry qui tourne à toute vitesse. Ron dit qu'il ne marche sans doute pas très bien parce qu'il tournait sans arrêt quand il l'a attaché à Errol pour l'envoyer à Harry. Mais il faut dire aussi que Errol n'était pas forcément le hibou le plus sûr pour cette mission. C'est intéressant comment elle développe un peu le mystère autour de ce strutoscope qui n'arrête pas de tourner. Évidemment, c'est à cause de Croutard, mais il y a toujours une raison qui va expliquer pourquoi il tourne, et c'est plutôt malin de sa part. Harry remet l'objet dans sa valise pour éviter de réveiller le professeur Lupin. Ron lui suggère de le faire examiner à Dervish et Bang, une boutique à Préolard que lui ont conseillé Fred et George. Alors que Hermione et Ron commencent à s'exciter sur Préolard en évoquant Honeydukes en ce qui concerne Ron, ou la cabane hurlante et l'histoire du village en ce qui concerne Hermione, Harry leur explique tristement qu'il ne pourra pas y aller parce que personne n'a signé son autorisation de sortie. Pas même le ministre. C'est pas faute d'avoir demandé. Ah là là, j'adore Harry à ce moment-là. Oui. C'est vrai que c'est drôle. Ron est super déçu que Harry puisse pas y aller, mais il dit que le professeur McGonagall pourra sans doute faire quelque chose. Même si Harry, il y croit pas une seule seconde, connaissant un petit peu le professeur McGonagall. Ou autrement, Fred et George connaissent plein de passages secrets aussi. Mais Hermione s'indigne des propos de Ron parce qu'il est hors de question pour Harry de sortir clandestinement du château avec Sirius Black à ses trousses. Tout en discutant, Hermione libère Paton qui s'échappe de son panier au grand mécontentement de Ron. Encore une fois, je trouve Hermione égoïste. C'est dit. mais la dispute tourne court parce que le professeur Lupin remue au même moment dans son sommeil. Plus le Poudlard Express poursuit son chemin vers le nord, plus les nuages obscurcissent le paysage. La traditionnelle sorcière au chariot passe bientôt devant leur compartiment pour le déjeuner. Ron suggère de réveiller le professeur, mais il reste profondément endormi quand Hermione l'appelle. Ron se met à espérer qu'il ne soit pas mort. Encore des ennuis. Ça serait drôle quand même qu'ils aient quelqu'un de mort à côté d'eux depuis le départ et qu'ils se soient pas rendus compte. Et qu'il soit évidemment allé dans ce compartiment-là. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me demandais si en fait, il n'était pas potentiellement très affaibli parce qu'il avait par exemple pris sa potion Tulou, et qu'il soit peut-être un peu forte et que du coup ça l'endort totalement. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il est dans une phase où il y a eu une pleine lune il y a pas longtemps. Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça. C'est pour ça qu'il est particulièrement fatigué à ce moment-là, quoi. Ouais, je pense. Ça se tient. Ouais, ça se tient en tout cas, hein. Plus tard dans l'après-midi, 3 individus viennent leur rendre une petite visite. Évidemment, ce sont les sympathiques Drago Malfoy, Vincent Crabbe et Gregory Goyle. Le Crab Trio. Le Crabbe Trio. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils passent leur journée à traîner et à chercher les embrouilles avec d'autres élèves, tu vois, dans le Poudlard Express, tu Ils vois. font les filous. Est-ce qu'ils filoutent? Ils filoutent. Bon, je pense qu'ils vont raqueter quelques bonbons quand même. Ouais, c'est ça. Malheureusement, je crois que c'est la vérité. Malfoy perd pas une minute pour attaquer la famille de Ron sur l'argent, voilà, c'est dit, en lui demandant s'ils ne sont pas morts sous le choc quand ils ont gagné le lot de la Gazette du Sorcier. Ron se lève aussitôt, ce qui fait grogner le professeur Lupin dans son sommeil. Malfoy demande qui c'est, et Harry est ravi de lui apprendre que c'est un nouveau prof à Poudlard. Sur ce, Drago indique à ses deux acolytes qu'ils s'en vont. Une fois parti, Ron assure que cette année, il ne se laissera pas faire par Malfoy en donnant des coups de poing dans le vide.
Mais pour le moment, au lieu de se battre avec Malfoy, Ron se réjouit parce qu'il lui semble que le Poudlard Express est bientôt arrivé à destination de Poudlard. En effet, ils viennent de ralentir. Mais Hermione lui fait remarquer que vu l'heure, ça m'étonnerait qu'il soit déjà arrivé. Et elle n'est pas la seule à s'interroger puisque Harry, en jetant un coup d'œil, il voit aussi ses camarades sortir leur tête dans le couloir afin de comprendre ce qu'il se passe. Alors que la pluie bat son plein à l'extérieur, le train freine brusquement, ce qui fait voler les bagages des élèves et plonge le Poudlard Express dans le noir. Ron regarde par la fenêtre. Il semble que des gens montent à bord du train. Neville et Ginny, paniqués, rejoignent le trio pour savoir ce qu'il se passe. Hermione décide alors d'aller voir le machiniste afin d'obtenir une réponse. Mais le brouhaha des retrouvailles réveille Lupin, jusqu'alors endormi. Il leur demande à tous de rester là où ils sont. La porte du compartiment s'ouvre à ce moment, alors sur une forme étrange. Les flammes tenues dans le creux de la main de Lupin permettent à tous d'apercevoir le physique de la chose. Un visage entièrement caché sous une cagoule. La chose, elle est tellement grande que sa tête touche presque le plafond, et seule une main luisante, grisâtre, visqueuse et couverte de croûte dépasse de la cape, mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. À ce moment, la chose se met à aspirer étrangement. Elle semble aspirer autre chose que de l'air, aspirer tellement que le froid envahit la pièce et le corps d'Harry, et un hurlement se fait entendre, une sorte d'appel à l'aide. Le premier réflexe d'Harry, c'est bien sûr de se lever et de porter secours à la personne qui crie, mais un brouillard paralysant l'entoure. À côté des hurlements, il entend son nom et quelqu'un lui tape sur le visage. Il se réveille alors sur le sol du Poudlard Express qui est reparti. Apparemment, il s'en est pas aperçu, mais il a glissé de son fauteuil. Et résultat, il est sur le plancher du Poudlard Express et tout le monde le fixe. Une fois installé de nouveau sur le siège, Harry constate que la créature a disparu. Et les cris également. Mais apparemment, il est le seul à les avoir entendus. Un craquement alors le sort de ses pensées. Le professeur Lupin lui tend un carré de chocolat. Et il apprend à Harry que cette chose est un détraqueur, l'un des gardiens d'Azkaban. Alors, les enfants, je tiens à faire un avertissement. Si vous voyez un compartiment qui est quasiment vide à part un homme étrange qui dort et qui a du chocolat, ne rentrez pas dans ce compartiment et ne lui parlez pas. Ça peut être dangereux. C'est vrai que dit comme ça... Soyez sur vos gardes. Enfin bref. Ok, d'accord, cette chose, c'était un détraqueur, mais ça explique pas ce qui s'est passé pour lui. Ron et Hermione lui expliquent que le détraqueur a regardé partout pendant que lui, Harry, devenait raide et qu'il glissait par terre. Et en plus de ça, il a commencé à avoir des spasmes. Lupin, alors, pendant que Harry était en train d'avoir des spasmes au sol, s'est avancé vers le détraqueur en disant « Personne dans ce compartiment ne cache Sirius Black sous sa cape. Allez-vous-en » Et malgré ça, le détraqueur n'a pas bougé. Alors Lupin a fait sortir de sa baguette un truc argenté. Et c'est comme ça, les enfants, que l'on fait les bébés. Oui, il sort des trucs argentés en plus, au bout de sa baguette magique. Il a du chocolat. Non, ça fait pas des bébés, mais en tout cas, ça fait simplement fuir les détraqueurs. Mais c'est déjà très bien. Ron ajoute qu'il a senti une sensation bizarre, lui aussi, comme s'il avait perdu à jamais l'envie de rire. Mais Harry a honte, parce que pourquoi il est le seul à avoir réagi comme ça face à la présence du détraqueur? Alors je passe un peu du coq à l'âne, j'ai fait une blague dégueu sur le sort du Patronus, mais je vais parler des détraqueurs et pourquoi J.K. Rowling a créé les détraqueurs. En fait, J.K. Rowling, en écrivant ce tome, avait perdu sa maman, et son mariage partait un peu en cacahuète. Et donc du coup, elle souffrait d'une grave dépression nerveuse. Et en fait, pour elle, le détraqueur, c'est vraiment l'expression du spectre dépressif. Parce que la dépression, ça nous prive de tout sentiment positif, de souvenirs heureux. Et en fait, ça fait apparaître seulement les nuances les plus sombres de la vie et de ses sentiments. Et c'est exactement l'effet que fait un détraqueur lorsqu'il s'attaque à un personnage. Et donc du coup, quand elle a écrit le tome 3, J.K. Rowling, elle ressentait tout ça. Et elle a eu l'idée, par son génie créatif, de matérialiser ça en gardien d'Azkaban et en détraqueur. Et je trouve assez fou parce que je rentre dans les détails personnels, mais ayant vécu une dépression, c'est exactement ce qu'on vit en étant déprimé. On a vraiment l'impression que
quelqu'un aspire tous nos sentiments positifs que l'on peut connaître à un moment de notre vie. Même les sentiments les plus simples de joie nous sont retirés, en fait. Et je trouve que le personnage du détraqueur est vraiment très très bien trouvé. Quand on parle de dépression et qu'on assimile ça au détraqueur, pour ma part, je trouve que ça reflète totalement ce qu'on peut ressentir. L'aspiration de la joie, en fait. C'est totalement ça. Et le sentiment que ça nous touche que nous et que personne ne peut comprendre ça et qu'on est dans un brouillard épais en permanence et qu'on ne peut pas en sortir. Ouais, je suis vraiment d'accord aussi avec la dernière partie de ton propos sur le côté, j'allais dire égocentrique, c'est peut-être pas le mot, mais le côté que la dépression tourne autour un peu de nous-mêmes et le monde extérieur est inaccessible. Et le fait d'avoir fait du détraqueur un truc très personnalisé, c'est-à-dire le pire souvenir, il va être vraiment différent pour chaque personne. C'est Et ça. du coup, c'est dur de le partager avec les autres. Parce que Et, chacun vit sa dépression différemment et on tombe en dépression chacun pour des raisons différentes. Ouais, complètement, mais je pense que clairement Harry Potter aurait pas été pareil si jamais J.K. Rowling n'avait pas perdu sa maman, par Mm. exemple. Je pense que la façon de décrire le manque chez Harry n'aurait pas été le même. Je pense particulièrement au chapitre du miroir du Reset dans le premier, où on sait que la mort réelle de sa propre mère, ça l'a beaucoup affecté, par exemple, dans l'écriture de ce chapitre. Et de la même façon, je trouve que la façon dont elle l'a créé, dont elle décrit les détraqueurs, ça n'aurait pas été la même chose si elle-même n'avait pas vécu une dépression, parce qu'elle sait de quoi elle parle, et c'est pour ça qu'elle a vraiment été capable de créer cette métaphore qui parle à tout le monde, en fait. Enfin, en tout cas, les gens qui ont traversé ce genre d'épreuve s'y retrouvent complètement, parce qu'elle-même l'a vécu, et elle n'en fait que ce n'est qu'une métaphore à travers une créature, mais les sentiments, les émotions qu'elle décrit, elle les a elle-même vécues, et c'est pour ça que ça marche énormément. Et que c'est... Après, la dépression, c'est quelque chose de tellement fort que tu as l'impression que ça se matérialise, que ça devient un être qui est toujours vers toi en permanence. Bon, je trouve que c'est peut-être qu'elle l'a vécu comme ça, peut-être que tout le monde ne le voit pas de la même manière, mais je trouve que ouais, la dépression c'est tellement fort que ça peut se matérialiser en fait dans ton esprit et apparaître sous diverses formes. Et pour J.K. c'est devenu un détraqueur. Et du coup, je rebondis, puisqu'on parle de dépression, c'est important d'en parler, parce que dans ces phases-là, parfois on a peur d'en parler, on a honte, on se sent faible et on pense qu'on n'a personne autour de nous pour en parler. Et justement, il y a plusieurs lignes d'écoute qui existent pour aider les personnes qui se sentent seules ou qui veulent parler avec des inconnus, une personne extérieure de leur mal-être. Et justement, il y a une ligne qui fait un petit clin d'œil à Harry Potter. Enfin, je pense pas qu'ils l'ont fait dans ce sens-là, mais j'ai trouvé ça que c'était un peu le destin entre guillemets. Ça s'appelle Prévention SOS Suicide Phoenix. Et je trouve ça beau, le phénix qui renaît de ses cendres, etc. Et vous pouvez les joindre au 0825 12 03 64. C'est très très important. Vous n'êtes pas seul et c'est important d'en parler avec quelqu'un. On peut toujours s'en sortir. Voilà, comme quoi je peux faire des blagues, mais en même temps parler d'un sujet sérieux. Et rappelez-vous que on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Ouais, c'est très beau quand Dumbledore dit ça. Alors, je sais plus s'il le dit dans le livre. Enfin, il le euh, dit dans le film, c'est sûr. Je sais, Harold, tu sais, toi? non, non, il le dit pas dans le livre. Mais d'ailleurs, par rapport à tout ce que tu as dit, Marina, je trouve que Quaron, c'est pour ça que je trouve qu'il a fait un grand film. C'est aussi, il a fait beaucoup d'ajouts qui sont vraiment des ajouts qui sont pas dans le livre, mais qui illustrent la thématique. Et par exemple, dans tous les moments où Harry s'entraîne avec Lupin, bon, j'en dis pas trop parce que ça s'arrive pas encore tout de suite. Et ben dans le film, en fait, il y a des scènes de discussion. Et en fait, c'est la première fois où on voit Harry discuter de ce qu'il n'a pas connu, mais qu'il meurt d'envie de connaître, c'est ses parents, et avec quelqu'un qui les a connus. Et tu sens que ça lui fait du bien et que Lupin est vraiment un soutien là-dessus. Et du coup, ouais, je trouve que Quaron, il a vraiment su distiller l'ambiance et rajouter des scènes intéressantes comme ça. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est très beau la relation dans le film, comment ça a été fait entre Harry et Lupin. Il y a quelque chose de très sensible, je trouve. Je pense à la scène sur le pont suspendu, où C'est là Lupin, ouais, où Lupin lui explique qu'il a connu ses parents. Et le fait qu'il raconte un peu comment il était avec eux
à Poudlard, ça les rend presque vivants. Et il y a cette très belle scène où Lupin, il a le dos tourné, et il explique ça en regardant de l'autre côté. Et en fait, Harry est face caméra et on voit à quel point ça lui fait plaisir. Et puis effectivement, il y a cette scène de l'entraînement avec les détraqueurs où il y a des phases de discussion entre les essais et Lupin. Et là, il le soutient en fait parce que il le comprend, Harry. Et ça ressemble presque à une relation psychologue, quoi. Bah, c'est ça, j'allais dire que c'est Ouais. une relation très thérapeutique pour Ouais, Harry. ouais, voilà, ouais. Complètement. Ça, je suis complètement d'accord. C'est quelque chose qui est presque encore plus beau dans le film. Et c'est la preuve que c'est une bonne adaptation. Parce que certes, il y a des trucs qu'il n'y a pas dans le film et on peut le regretter. Mais par ailleurs, on voit qu'il y a eu des choix de faits. Et dans les choix qui ont été faits, c'est extrêmement pertinent et très bien fait. Et je pense notamment, effectivement, bah ouais, au côté un peu la dépression. La dépression, parce que elle se matérialise vraiment, je trouve, dans le prisonnier d'Azkaban. Parce que Harry devient adolescent et qu'il a de plus en plus conscience peut-être de sa condition et il arrive peut-être encore plus à mettre des mots, ou en tout cas il a encore plus besoin d'en parler peut-être, et la personne qu'il trouve c'est Lupin. Je trouve ça très beau. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un tel crève-cœur quand à la fin, je m'avance, mais à la fin on découvre que Lupin fait ses bagages et quitte Ouais, ouais. Poudlard en fait, c'est un crève-cœur. Ah mais moi, par exemple le plan dans le film où Lupin part et Harry le regarde du haut de l'escalier, je sais pas pourquoi, mais je pleure à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose là je sais pas. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais pleurer. C'est vrai elle est assez belle, cette scène. Puis bah, en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, enfin, en y réfléchissant, en parlant avec vous, qu'il y a presque une forme de double thérapie, parce que bah, Lupin, il a tout perdu aussi, en fait. James, il s'est fait tuer. Pour lui, Sirius, c'est un assassin en fuite, et Peter Pettigrew, il est massacré aussi. Et du coup, en fait, tous ses potes, ils ont disparu. Sa condition fait qu'il est très isolé. Et Ouais. je pense qu'il y a un côté très nostalgique pour lui de revenir à l'école, de voir Harry, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Et du coup, cette scène de départ, je pense que c'est dur pour lui aussi, en fait. Je pense que du coup, oui, c'est une relation thérapeutique à double sens. Les deux se font du bien en fait, leur relation les fait revivre un peu. Mais comme Lupin était un peu le thérapeute des autres maraudeurs, parce que ça a toujours été celui qui a le plus de recul et qui réfléchit le plus, quoi. Et Oui. ouais, et peut-être qu'il retrouve cette position-là avec Harry. Totalement, parce que même dans les bouquins après, je trouve qu'il arrive à avoir ce recul que Sirius n'arrive pas à avoir parce qu'il met trop d'affect. Et Ouais, du coup, les prises de décision, il est vraiment tête brûlée, alors que Lupin pourrait paraître un peu, on va dire, strict. Mais en fait, tu sens que c'est plus qui se pose, qui réfléchit et qu'il essaye de voir quel est le mieux sans vouloir faire plaisir forcément à la personne. ouais, parce que Sirius a plus tendance à voir en Harry James, et Lupin, Mm. pour le coup, il voit vraiment Harry, quoi. Je le dirais Oui, un petit peu comme ça. c'est vrai. Pour en revenir au chapitre, jusqu'à l'arrivée à Poudlard, tous restent silencieux dans le compartiment. Une fois arrivés, les trois amis repèrent Hagrid dans la foule, mais impossible de le rejoindre pour le saluer. Les troisième années sont conduits à Poudlard à bord de diligences autonomes. Et oui, les diligences avancent toutes seules. Harry regarde vers le portail de l'école et s'aperçoit que 2 des traqueurs d'Azkaban montent la garde. Une fois sorti de la diligence, Harry entend une voix traînante. Évidemment, c'est Malfoy qui trouve de bon ton de se moquer du malaise d'Harry. Mais Lupin interrompt ces joyeuses retrouvailles. Après un bon regard jugeant vers Lupin, Malfoy disparaît avec Crabbe et Goyle. Alors qu'Harry, Ron et Hermione s'apprêtent à entrer dans la grande salle, ils sont appelés par McGonagall. Elle les rassure en voyant leur tête, elle les rassure en leur disant que ce n'est pas utile d'avoir l'air si inquiet, que Harry et Hermione devaient la suivre, mais que Ron lui pouvait rejoindre la grande salle. Une fois installée à son bureau, McGonagall leur raconte qu'elle a reçu un hibou de Lupin qui l'a prévenu qu'Harry avait fait un malaise dans le Poudlard Express. Et c'est alors que Madame Pomme-Fraîche entre dans le bureau à son tour. C'est vraiment la gênance ultime pour Harry qui déjà se sent faible parce que personne d'autre n'a eu autant d'effets secondaires du détraqueur. Et en plus, Lupin envoyait un hibou à McGonagall et l'infirmière arrive tout de suite au chevet de Harry. Et pourquoi vous pensez que Lupin a envoyé un hibou pour prévenir McGonagall? Est-ce qu'il l'aurait fait pour un élève lambda, entre guillemets, ou il l'a fait parce que c'est Harry Potter? Non, je pense qu'il l'aurait fait pour n'importe N'importe quel élève. lequel? Je pense qu'il contacte McGonagall en tant que directrice adjointe,
ou en tant que directrice de maison, je sais pas, mais je pense que normalement, en tant que professeur, il doit avertir l'école. Bah, je suis un peu partagé parce que moi, je pense que, comme tu l'as dit, Lupin, il est très intelligent. Et je pense que, mais il sait pas tout de la personnalité de Harry. Et du coup, pour moi, il est persuadé qu'Harry vient de revoir Voldemort, en fait, quand même. Et du coup, se Hmm. dire que peut-être c'est quand même un poil traumatisant, et parce que c'est quand même le mal qui leur fait peur à eux tous. Et Ouais. je pense qu'il aurait peut-être, enfin peut-être pas aussi rapidement, il en aurait peut-être parlé à un moment, mais je trouve qu'il était rapide quand même. Toi, il a à peine descendu du train, il doit déjà aller dans le bureau, il y a l'infirmière qui se pointe. Il prend beaucoup de précautions quand même. Ouais. Ouais, t'as raison, parce que c'est vrai que quand ils vont avoir cette discussion après le cours des épouvantards, Lupin va expliquer que s'il a refusé que Harry affronte l'épouvantard, c'est parce qu'il avait peur que Voldemort se matérialise dans la salle de classe. Donc effectivement, sans doute que Lupin se dit, à ce moment-là, quand Harry a le malaise dans le Poulard Express, sans doute qu'il se dit qu'il a revu Voldemort. Je suis complètement d'accord. Après, je pense il l'aurait quand même prévenu pour un autre élève. Enfin, si un autre élève s'était évanoui, je pense qu'il aurait quand même Tu prévenu. penses? Ouais, je pense. Je crois Je- qu'il aurait envoyé un hibou à Rogue si ça avait été un Serpentard qui s'était évanoui. Ouais, je pense. Non? Mon cher ami Onégra. En tout cas, McGonagall, elle raconte à l'infirmière qu'un détraqueur a provoqué un malaise chez Harry. Madame Pomfrey déteste l'idée que des détraqueurs traînent autour de l'école. Harry n'est pas le seul à s'être évanoui. Et elle dit avec beaucoup de tact que cela fait souvent ça aux personnes fragiles. Donc du coup, évidemment, Harry proteste, mais bon, elle continue sur sa qualification de personne fragile. Et le fait que Lupin lui ait donné du chocolat évite sûrement à Harry un passage à l'infirmerie. Et donc sur ce, il peut quitter le bureau libre et laisse Hermione seule avec McGonagall. Donc on ne saura pas ce qui s'est dit Hmm. entre Hermione et McGonagall, mais en tout cas ça dure pas très longtemps parce qu'une fois les entretiens avec leur directrice terminés, Harry et Hermione peuvent rejoindre la grande salle où la cérémonie de répartition est déjà passée. Juste deux petites choses. Déjà, la première chose, c'est que... Et la deuxième chose, quoi. Première chose, si jamais le chocolat pouvait vraiment guérir, moi j'aimerais bien tomber malade plus souvent. Ça serait vraiment trop bien. Quoique, je crois que ça a des vertus thérapeutiques en vrai, le chocolat. Mais voilà. Et la deuxième chose, c'est que je me suis posé une question. Comme McGonagall, elle est avec Harry et Hermione pendant la répartition, à votre avis, c'est qui a appelé les nouveaux élèves pour le choix-peau? Ah, bah un des Parce que normalement, c'est directeurs de maison, McGonagall qui le fait. un des Ah, directeurs de peut-être maison. ou Flitwick. Flitwick. Ouais, je sais pas, je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui l'a remplacé. Et elle a forcément. Alors, je sais pas si elle l'aurait fait pour Hermione de toute façon, mais je pense qu'elle le fait surtout pour Harry. Et peut-être qu'elle a eu vraiment peur pour Harry, pour ne pas faire la répartition. Parce que, sauf erreur de ma part, je crois que c'est toujours elle qui le fait, quoi. Donc, Non, on sait pas du tout. bah. Parce je- que pour la chambre des secrets, on sait pas, puisqu'ils sont arrivés après la cérémonie de répartition. Correct, ouais, c'est vrai. De toute façon, il revit la cérémonie qu'à partir du 5, je crois. Le 4, il le loupe aussi, non? Alors, attends. Dans Oui, le parce qu'il en 4. Parce que je sais qu'on a deux fois la chanson et que dans le 5, elle est assez dark parce que dans Voldemort est revenu et tout. Et je crois qu'Harry dit il l'a jamais entendu depuis. Ah oui, le 4, il est... Ah non, attends. Comment il arrive à Poudlard dans le Non, je 4? crois que dans le 4, il voit la répartition. Attends, je vois pas pourquoi il pourrait pas l'avoir dans le 4. Mais j'ai un Ah non, petit. ah non, t'as raison, parce qu'en plus, il y a le frère de Colin Crivet. Oui, oui, qui est tombé dans l'eau. Oui, oui, donc. Ah, Ouais. ah oui, ok, c'est moi qui. Et je crois qu'il y a cette réflexion justement de dire dans le 4, en fait, c'est la première répartition qu'il voit depuis que lui-même est à Poudlard parce que dans les 2 années précédentes, il n'a pas pu assister. Je crois que c'est dans le 4. Et du coup, dans le premier, ils arrivent à Poudlard en barque. Mhm. Le troisième, on sait que c'est par les diligences. Et Ouais. en deuxième année, ils arrivent en quoi? Parce que du coup, on ne sait pas, puisqu'ils sont Non, arrivés en Ford Anglia. En première année, c'est qu'en première année les barques. Oui, mais en Ouais, deuxième année. Moi, je pense aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est les diligences. Parce Ok, que c'est vraiment que la première année, les ouais, avec barques. Hagrid. Ouais, ouais. Pour en mettre plein les yeux, regardez ce château. Dans les deuxièmes années, ils arrivent tous en voiture volante. C'est la tradition. Le gros parking de Poudlard.
Tu sais, ils ont rasé tout le parc là pour faire un parc immonde, bétonné. C'est ça. Cette année, le discours de Dumbledore est surtout axé sur la présence des détraqueurs envoyés par le ministère de la Magie, postés à chaque entrée du domaine. Il est donc interdit pour les élèves de quitter Poudlard sans autorisation préalable. Et il est utile de rappeler que les ruses et les négociations ne marchent pas avec les détraqueurs. Je pense que pour Fred et George, et notamment Harry, il est utile de le rappeler, mais on va voir que ça ne marche pas forcément. Dumbledore finit son discours sur la nomination de Lupin au poste de défense contre les forces du mal, qui a un accueil plutôt tiède de la part des élèves, même glacial de la part de Rogue, dont le dégoût déforme le visage. Mais pourquoi Lupin il a eu un accueil tiède de la part des élèves ? À cause de sa façon d'être Rogue, oui, c'est Rogue, hein, il veut le poste de défense contre les forces du mal, etc. Et puis il déteste Lupin. Et il déteste Lupin, mais ça, on va le savoir après. Mais pourquoi les élèves, ils font pas forcément un bon accueil ? C'est assez étrange. Ils le connaissent pas trop, non ? Ouais, et puis son apparence, je pense. Son apparence ? C'est que dans le 2, Lockhart, c'était une célébrité. Folleuil, pareil, il est très connu. Et du coup, c'était peut-être pour trancher un peu, de dire que voilà, Lupin, personne ne sait qui c'est, quoi. Okay. Ouais. Ouais, puis ils sont peut-être un peu lassés des changements aussi. Oh, faut pas s'attacher trop longtemps, de toute façon. En même temps, défense contre les forces du mal, c'est tous les ans, donc on va pas l'applaudir trop fort, ça sert à rien. Et Dumbledore aussi annonce une nomination surprise, la nomination de Hagrid qui remplace le professeur Brûle-au-pot, désormais retraité du poste de soin aux créatures magiques. Et par contre lui, Hagrid, il reçoit un accueil beaucoup plus chaleureux que celui de Lupin, notamment de la part des Gryffondors. Après le festin, Harry, Ron et Hermione rejoignent Hagrid pour le féliciter de son poste. Ému, Hagrid leur dit que c'est grâce à eux tout ça, qu'il en a toujours rêvé, mais il est incapable, le pauvre, de continuer sa phrase. Tant l'émotion est forte, et quand il enfuit sa grosse tête dans une serviette, je pense pour pleurer, McGonagall fait signe au trio de partir. Quand Harry arrive dans son dortoir, il regarde autour de lui, satisfait. Il est enfin chez lui. Merci Marina pour ce nouveau chapitre. Merci Jérémy. Et merci Harold Bien pour ses entendu. interventions toujours aussi pertinentes. Il est temps de passer à la rubrique préférée de Marina d'ailleurs. Yeah. Il est temps de renommer le chapitre. Donc si on devait renommer ce chapitre 5, on va commencer par toi Marina, comment tu aurais fait ? Et j'ai pas à chercher loin. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5. Le chocolat, c'est la vie. Ouais, bien joué, bien joué. Et toi, Jérémy, quel est ton renommage de chapitre ? Alors moi, j'aurais renommé... C'était un peu dur parce que le chapitre s'appelle Le Détraqueur, c'est hyper factuel, quoi. Finalement, il est plutôt bien ce titre, voilà. Mais bon, si je devais le renommer, j'aurais fait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5, Le train fantôme. Pas mal. Bon, c'est pas vraiment des fantômes, les détraqueurs, mais le train fantôme. Le train Nazgûl. Attends, j'en ai un autre. Vas-y. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5. Les enfants, ne parlez pas aux inconnus avec du chocolat. J'ai essayé de faire une blague horrible avec le chocolat, genre pas de bras, pas de chocolat. Ah ou non. Pas de parents, pas de chocolat. Ah des non. trucs comme ça, mais... mais bon, c'est pas de très bon goût. Harold, est-ce que t'as un titre qui te vient en tête, ou une bêtise, ou un truc sérieux, ou pas ? C'était un truc sérieux, mais je suis assez content. Vas-y, on t'écoute. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5, nouveau professeur, et au pluriel. Ah Eh oui, bien vu, bien vu. T'as complètement pigé cette rubrique. C'est en un temps record. Mais je me demandais, on dit renommage de chapitre, mais est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est français ? Je crois pas. un hommage... un hommage, non. Renommage. Mais on aime bien les mots qui sont pas dans le dictionnaire. Petite pensée au dragé, au féminin pour podcast. C'est vrai. On a toujours refusé de dire un dragé, je sais pas pourquoi.
Et Marina, si tu devais retenir un seul personnage de ce chapitre, lequel ce serait? Bah, Lupin, évidemment. L'entrée du best. Oh là là, Y a rien d'autre à dire. j'aime tellement ce personnage. Hmm. Pour son... Déjà, il a un super réflexe avec le mange-mort, le chocolat. Le détraquer. Ouais, oui, oui. Il fait taire Non, mais t'as Malfoy. dit le mange-mort. Ah, pardon, le détraqueur. Pardon, le détraqueur. Et puis, il fait taire Malfoy à 2 reprises, quand même. Et non, ouais, Puis bah, c'est ouais. Lupin, quoi. Lupin. Donc on a le même. Oui. Et toi, Harold? Ben moi, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un de peu connu, puisqu'il n'est nommé qu'ici, on n'en a jamais parlé avant, c'est le professeur Brûle-au-pot. C'est vrai. T'as totalement raison. Il apparaît de J'ai- nulle part. Mais j'aime bien, enfin, je dis ça en rigolant et en même temps, je le pense un peu, c'est que pour moi, c'est un des styles de Rowling aussi, c'est des fois, elle a une idée, et pour la faire vivre, elle va introduire quelque chose, un personnage ou un concept qui est là depuis longtemps, et alors que tu n'en as jamais entendu parler, ça me fait souvent un peu sourire. Parce que c'est vrai que tu te dis, ils auraient très bien pu entendre parler de ce professeur en première ou en deuxième année. Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'il n'y a pas la matière, du coup, dans les 2 premières années, donc c'est pour ça qu'on n'en a jamais entendu parler. Parce qu'il commence, en fait, les cours de sang Mm. créature magique en 3e année. Donc enfin, c'est plutôt pas mal que Hagrid devienne Oui, prof à arrête. ce moment-là. De manière plus sérieuse, c'est un peu dur de faire abstraction de Lupin qui cache un peu tout le chapitre. Ouais, 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 c'est vrai. Mais en tout cas, sur Brûle-au-Pot, je crois qu'il y a un détail qui m'a choqué à la relecture, c'est que Dumbledore dit qu'il prend sa retraite pour profiter des derniers membres qui lui restent. Et je me suis dit, attends, ça veut dire qu'en tant que professeur de sang créature magique, il s'est tellement fait défoncer Ouais. par des créatures qui ressemblent plus à rien, en fait. Mais c'est un parce que tu sais que dans le jeu sur mobile qu'il y a là, qu'on avait commencé pendant le podcast d'ailleurs, que j'ai pas continué, mais Hogwarts Mystery? ouais, exactement. Et ben le professeur Boulot, je crois qu'ils l'ont designé manchot, il lui manque un bras ou une main. Et je crois qu'il dit pourquoi il se l'est fait bouffer. Je crois que c'est une manticore ou je sais plus quoi. Mais... Ah, c'est pas mal hein, de la part du jeu, du coup, d'avoir pris ce petit détail des livres et... Et bon là, malheureusement, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert mon encyclopédie préférée, mais c'est le genre de détail, à mon avis, qui peut être sur Pottermore ou sous Ouais. Pottermore. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et il est temps maintenant de passer tout de suite à vos hiboux avec la volière. Et nous commençons avec un hibou sonore de Colline. Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente que vous soyez revenus et que tout aille bien pour vous. Donc en tout cas, je vais juste une question par rapport donc, au nombre d'élèves et par rapport au dortoir. Donc c'est vraiment la question moi, qui me revient à chaque fois que je lis Harry Potter, que je regarde Harry Potter, c'est où dorment les autres années. Par exemple, quand Harry, Ron, Hermione, Simus, Dean, Neville, ils rentrent en première année, on voit bien que dans la salle commune, il y a deux escaliers. Un qui mène au dortoir des garçons et un qui mène au dortoir des filles. Mais où dorment les autres années, les élèves de deuxième année, de troisième année? Enfin, la salle commune est relativement petite, donc voilà, je me suis toujours posé la question et j'avoue, j'ai jamais eu de réponse parce que dans les livres, il n'y a pas de réponse. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez une idée, parce que moi, j'en ai aucune. Voilà, merci. Merci Colline pour ton hibou. Alors, dans mon imagination, je pense que ouais, il y a que 2 escaliers pour séparer filles et garçons, mais qu'au bout, il y a certainement plusieurs petits dortoirs par année. Mais donc du coup, ça pose la question de combien sont les élèves en fait dans ce château, dans cette école. Et du coup, je te conseille l'excellent article de la Gazette sur ce sujet. On t'enverra le lien si tu le souhaites. En fait, la Gazette, elle découpe leur article entre l'argument pourquoi il y aurait que 280 élèves à 300 élèves, ou encore une deuxième partie où pourquoi il y aurait environ 800 élèves. Et c'est très intéressant, donc ils argumentent. Et en fait, leur conclusion, c'est que le château, il est décrit comme immense, mais en fait, c'est relatif par rapport à la population d'élèves dans Poudlard. Et pour eux, donc c'est leur avis, ils pensent qu'il y a environ 280 élèves à Poudlard, sans prendre en compte les redoublements ou les variations minimes de la population. Mais en tout cas, pour les dortoirs, je pense qu'au bout de l'escalier, il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs petites pièces, plusieurs petits dortoirs. On en avait parlé dans un épisode du podcast, mais ça remonte, alors je sais plus lequel.
Et c'est vrai que j'ai vite fait sortir ma calculatrice, les 280, c'est un peu ce que j'avais en tête moi, c'est que ça prend le principe qu'il y a à peu près 10 élèves par année et par maison. Et du coup, en multipliant par les 7 années et les 4 maisons, ça fait 280. Et du coup, c'était voilà, à peu près un chiffre moi, qui me paraissait correct. En plus, par rapport à tout ce que tu disais, Marina, c'est que le fait que pour que le château paraisse grand, faut pas qu'il soit trop nombreux. Et puis c'est vrai que pour les histoires des escaliers, moi j'imaginais qu'en fait, comme ça monte dans des tours, ces escaliers, que il y ait en gros 7 niveaux pour les 7 Ah oui. années, quoi. Ouais, ouais. Avec Ouais. 7 dortoirs, 7 étages, quoi. Puis comme ça peut, il y a peut-être un sortilège d'agrandissement aussi des lieux qui est fait, comme Hermione le fait dans son sac. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs ailes dont il est jamais fait mention dans les livres, parce que c'est pas forcément intéressant d'en faire mention. Mais complètement, il y a des lieux qu'on ne sait pas. Et on a eu une question, je crois, à l'épisode dernier sur où est-ce qu'ils se lavent aussi. Et pareil, je pense qu'il y a des salles de bain attenantes aux salles communes, mais dont on ne fait jamais mention parce que c'est pas forcément utile de le faire. En fait, il y a que 8 élèves qui se lavent, c'est les préfets. C'est ça, il y a que les préfets qui ont le droit de se laver. Mais en tout cas, on en avait parlé récemment aussi du nombre d'élèves dans la fréquence par rapport à un e-book qu'on avait reçu aussi. Et c'est vrai que, bon, en fait, il y a toujours une incohérence quand même dans le nombre d'élèves, parce qu'effectivement, ce qui serait plus ou moins logique, c'est d'en avoir ouais, entre 250 et 300 par rapport aux 5 garçons qu'on connaît. Dans l'année de Harry, on sait qu'ils sont 5 garçons, donc on peut calculer par rapport à ça et se faire une idée. Donc on arrive, ouais, je sais pas, à 250, 300 élèves. Mais en même temps, on avait vu aussi que pour les besoins du premier film, ils avaient regroupé entre 500 et 600 figurants. Et J.K. Rowling avait dit que c'était un peu comme ça qu'elle avait toujours imaginé Poudlard, donc avec environ 600 élèves. Même si elle avait dit, avant, elle avait dit qu'il y avait à peu près 1000 élèves à Poudlard, mais elle avait lancé ça comme ça, sans vraiment trop réfléchir. Et puis après, elle avait dit non, mais en fait, les maths, c'est pas trop mon truc. Et au final, on sait pas vraiment quoi combien ils sont, parce que en tout cas, comment les films le représentent, les films représentent quand même un château où il y a plus que 300 élèves quoi. On est quand même je pense qu'on est au double, 600 élèves, mais c'est vrai que ça colle pas trop par rapport en tout cas aux 5 garçons connus dans la section de Harry. Mais après, effectivement, il y avait cette théorie pour expliquer, oui, mais au temps de Harry, il y avait le règne de Voldemort et donc du coup, les sorciers faisaient moins de bébés. Pourquoi pas, mais Ça bon, peut se tenir. on peut toujours trouver une explication de toute façon. Et on passe au prochain hibou, il est sonore aussi, celui-là, c'est celui de Ludivine qu'on a un petit peu coupé parce qu'il était un peu long, mais on a gardé une partie de son message qu'on écoute tout de suite. Bonjour la fréquence, c'est Ludivine. Quand vous parliez de Rusard et du fait qu'il soit craquemolle, pour moi j'ai l'impression qu'en fait c'est les handicapés du monde des sorciers. Voilà, pour moi c'est J.K. en fait a voulu mettre des personnes qui n'ont pas les possibilités que les autres ont. Et je les vois comme les handicapés du monde moldu en fait. Donc ils voient ce qui se passe, que les autres peuvent faire, jusqu'où ils peuvent aller, et eux sont limités, soit dans par rapport au handicap physique ou intellectuel. Voilà, eux sont limités, mais c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ne voient pas ce que les autres peuvent faire et que ça peut pas les rendre malheureux. Donc voilà, pour moi, Rusard c'est l'handicapé du monde magique et je trouve ça super triste. Voilà, écoutez, je vous adore. Je vous écoute très souvent, c'est mon fils qui vous fait coucou là. Et écoutez, j'espère que mon petit message vous fera réfléchir comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et continuez comme ça. Bye bye. Merci Ludivine pour ton hibou sonore et coucou à ton petit garçon. Alors je suis assez d'accord avec ta métaphore. En tout cas pour Rusard, je pense qu'on peut dire que sa condition de craquemolle, c'est une source de frustration, ça c'est sûr. Et ça peut expliquer en partie son caractère complètement exécrable. Donc triste là, oui, je dirais pour Rusard complètement. Après, je me demande si on peut en dire autant des autres. Et comme on n'a pas beaucoup d'exemples, c'est un peu compliqué. Mais je pense par exemple à Madame Fig, parce que elle a l'air de vivre une vie plutôt paisible. Et voilà, et donc avoir conscience du monde magique tout en vivant parmi les moldus, je trouve que ça peut être une force aussi
Parce que quelque part, en tant que crackmeul, bon, on a Rusard qui est concierge, mais elle, Madame Fig, elle vit complètement parmi les moldus, en fait. Donc je sais pas si on peut parler de handicap dans ce cas-là. Justement, je trouve que c'est pas vraiment un handicap qu'elle Ça a. dépend de la personnalité aussi. Ouais. Ça dépend Mais comment tu le vis. moi, je trouve que ça doit être assez excluant quand même, parce que même le côté de voir, c'est-à-dire que par exemple, tu vis à Londres parmi les moldus, et puis tu peux voir le Magicobus qui passe d'un coup, mais tu sais qu'il s'arrêtera jamais pour toi, ou un truc dans ce genre-là, tu vois. Oui, oui, Euh, c'est sûr. Et je me souviens qu'on avait déjà vu ce débat d'ailleurs au podcast. Vous, là, si vous deviez choisir, est-ce que vous préfériez être crackmeul et avoir conscience du monde de la magie, ou est-ce que vous préfériez être moldu sans savoir que le monde magique existe? Crackmol, si je peux avoir des potes sorciers. Ouais, donc tu préférerais quand même être crackmeul pour Mais, voir le monde magique. Mais en même temps, c'est vrai que ça me fait réfléchir. La question, c'est que le côté des crackmolls et la façon dont ils sont présentés dans les bouquins, peut-être un peu moins dans les films, mis à part Dumbledore, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu archaïque du monde magique qui est assez violent, en fait, un peu, qui est, un peu, on en avait parlé, de ceux qui fait pas trop gaffe à l'avancée du monde, qui est un peu sur ses pensées, qui intègre pas, que dès qu'il y a une différence, intègre pas vraiment les autres, en fait. Sur Rusard, ça se voit à 100%, quoi. C'est-à-dire qu'il fait tout pour essayer de s'intégrer au monde magique, mais en même temps, tout ce qu'on a à lui proposer, c'est d'être un concierge, quoi. Et c'est bien que moi, je me demande vraiment comment les crackmeuls sont intégrés dans le monde magique. Est-ce que c'est simplement possible? Par exemple, on peut pas avoir de scolarité en tant que crackmeul. Je veux dire, les crackmeuls ne sont pas scolarisés à Poudlard, je vois pas comment c'est possible. En même temps, en plus, il y a un truc un peu triste. Tu sais, je me rappelle, je sais plus dans quel livre où Harry, peut-être dans le 2, où il voit que Rusard essaye d'avoir des cours de magie à distance. Ouais, bit Et du magique. coup, ça me fait penser à, est-ce que c'est possible qu'il fasse des petits trucs, ou alors c'est comme les arnaques de mails qu'on peut avoir, je suis bloqué en Afrique, envoie-moi de l'argent, tu vois. Je sais pas à quel point il peut se faire arnaquer, le pauvre Rusard, en fait. Je pense que j'ai toujours vu ça un peu comme une arnaque quand même. Parce que soit t'es crackmol, soit tu l'es pas. Soit t'es crackmol, soit t'es un sorcier pas très doué en magie. Mais crackmol, c'est vraiment... Enfin, pour moi, je vois vraiment comme quelque chose de très spécifique. C'est-à-dire que tu n'as aucun talent magique. C'est pas quelque chose que tu peux développer, t'en es incapable. Oui, parce qu'en plus, je crois que ça arrive dans un livre ou deux que Hagrid l'insulte de Crackmell, donc c'est vrai que c'est vraiment un truc. Et ça, c'est horrible, par exemple. Et là, je rejoins complètement Ludivine. Genre, insulter quelqu'un de crackmol, ça revient pareil d'insulter quelqu'un d'handicapé, tu vois. C'est exactement pareil pour moi. C'est pour ça que je préfère être moldu. Toi, tu préfères être moldu. Il y a trop de discrimination. Ouais. Pourquoi toi, tu préfères être crackmol? Mais en sachant que tu peux être crackmol et vivre dans le monde des moldus, tu vois. Un peu comme Oui, ce mais que fait Madame comment Fig. vivre? Vivre comme quelqu'un d'exclu dans ce monde où on te fait sentir que tu n'appartiens pas à ce monde et en même temps les moldus. C'est terrible, tu n'appartiens pas au monde, ça peut faire penser à autre chose, tu n'appartiens pas au monde des sorciers, mais tu n'appartiens pas non plus au monde des moldus. T'as un peu, Ouais. excusez-moi, mais le cul entre deux chaises. Non, mais oui, oui. Donc ça doit pas être facile à vivre. Il y a cet entre-deux, d'ailleurs, qui nous est montré avec Madame Fig, où on nous dit qu'Harry a toujours vu ça comme une vieille folle à chat, en gros, quoi. Ouais, ouais. Mm. Du coup, effectivement, tu as connaissance d'une chose dont tu peux parler à personne, et les seules personnes à qui tu pourras en parler ne veulent pas te parler à toi, en gros. Et en plus, si tu en parles, on te prendra sûrement pour une folle, en fait. Hein. Voire, tu auras des emmerdes avec le ministère de la Magie. Aussi, ouais. Non, il n'y a pas d'avantage, en fait. Enfin, non, il n'y a Non, pas c'est trop vrai. d'avantages, à part le simple fait de savoir que la magie existe. Mm. Et c'est vrai que ça peut donner une autre vision du monde, mais à part ça, t'as aucun avantage. À la limite, ce que je ferais, et d'ailleurs, je l'ai toujours vu comme ça, c'est barman. Et tu vois, Tom, je me suis toujours demandé s'il n'était pas crackmol. Mm. Oui, il y a des métiers de sorcier où t'as pas forcément besoin de talent magique. Hein. Et tu vois, je me suis toujours demandé si c'est chaudron baveur ou un truc comme ça. Ouais, parce que travailler au chaudron baveur, ça doit être quand même assez stylé, quoi. Ouais, mais en dehors, tu peux rien faire, du coup. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, ouais. Après, je pense à Madame Fig, Marina, toi qui est in love des félins. Mhm. En tant que crackmol, on sait que Madame Fig fait un élevage de flaireurs. Ouais, c'est vrai. Ce ne sont pas des chats, ce sont des flaireurs. Et donc, en tant que crackmol, tu pourrais faire un élevage de flaireurs, quand même. Tu pourrais savoir que ces créatures existent et les Oui, mais habiller. moi, je pourrais pas faire de la magie. Non, ça toi, me- tu pourrais pas.
ça me perturberait trop. Non, je Ouais. pourrais pas. J'aurais trop envie de tester, de savoir ce qu'on ressent. Je pourrais pas, non. Mais je me dis qu'il y a peut-être, c'est une maigre consolation, mais des petits trucs possibles via l'utilisation d'objets. Par exemple, je me dis qu'elle peut peut-être prendre de la poudre de cheminette ou qu'elle va peut-être faire quand même ses courses sur le chemin de traverse pour faire pousser ses plantes plus vite. Enfin, tu vois, des petites conneries. Oui, parce que je pense que tu peux quand même faire des choses, c'est juste que si tu tiens une baguette magique, tu peux rien faire. Ouais. Mais par contre, tu as accès au monde magique. Par exemple, tu prenais l'exemple du Magicobus, je pense que tu peux tout à fait prendre le Magicobus, je sais pas. Ah, il faut lever sa baguette magique, tu me diras. Oui. Ouais. Ouais, je sais pas pour le Magicobus. Mais de la poudre de cheminette, si Ça, tu- pour quelqu'un, ça peut être compliqué de lever sa baguette. Mais d'ailleurs, une des dernières scènes des films, je la trouve. Enfin, elle a sûrement été vue comme une scène totalement comique. Et moi, elle m'a toujours beaucoup touché. C'est Rusard qui lance une pierre grosse comme le poing sur l'escalier complètement démoli et qui passe le balai en ramenant 3 graviers alors que la moitié du château est détruit. Et en même temps, je trouvais ça marrant parce que je me dis, bah, en fait, il fait ce qu'il peut. Il se dit, il a commencé par quelque part et les autres, ils sont en train de faire la bamboche alors qu'il y a du boulot. La bamboche. Quoi. Non, mais cette scène est hilarante parce que c'est terriblement triste aussi. C'est un peu comme rire à un enterrement, je trouve. Tu vois, c'est. Oui, je suis d'accord, elle est très touchante. En même temps, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup fait rire. En parlant de rire aux enterrements, j'ai un problème avec ça. Désolée, je raconte ma vie. J'avais pas raconté ma vie encore dans cet épisode. Quand on m'annonce un décès, j'ai envie de rire. Ah, mais ça, c'est connu, c'est nerveux. Hein. C'est horrible. Mais quand j'annonce un décès, moi aussi, genre, par exemple, à ma meilleure amie de l'époque, voilà, j'ai perdu mon grand-père il y a quelques années. Ça m'a profondément attristée. Enfin, j'adorais mon grand-père. Et quand je l'ai annoncé à ma meilleure amie, j'ai eu un fou rire, mais énorme. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Et c'est horrible parce que j'étais très triste, mais en même temps, je comprends pas comment le cerveau peut nous faire ça, en fait. C'est terrible. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais parfois, tu sais, Harold, j'aime bien raconter ma vie, en fait. Donc voilà, c'est assez connu dans les épisodes. Donc voilà, c'était pas encore arrivé là maintenant, mais voilà. Voilà. Allez, rebondissez sur ça. Ah, mais là, j'étais attentif parce que des fois, j'étais pas attentif au podcast et je leur disais quelque chose dont on venait de parler. Oh oui, je me souviens de ça. Mais Harold empêche de le dire. Ah bon? Ah, d'accord. Moi, je pense qu'il est temps d'annoncer le hibou d'Élodie. Hello à vous deux, j'espère que vous allez bien. J'avais une petite question. Est-ce que les sorciers vivent réellement plus longtemps que les humains, autre que par magie, ou est-ce un don de Dumbledore? En tout cas, je suis contente de votre retour. Alors, j'ai trouvé la question. Dans une interview de J.K. Rowling pour scholastic.com, dans les années 2000, elle a répondu que, donc déjà, elle a donné l'âge de Dumbledore qui a 150 ans, et le professeur McGonagall qui a 70 ans, donc elle est beaucoup plus jeune. Et en fait, en même temps, elle annonce que les sorciers ont une espérance de vie beaucoup plus longue que les moldus. Voilà, donc elle donne elle-même sa réponse. Naturellement, oui. Ils ont une espérance de vie beaucoup plus longue que nous. Peut-être grâce justement un peu au... On sait que la magie c'est dans le sang, donc peut-être qu'il y a des conditions physiques qui fait que... Une sorte de fontaine de jouvence Ouais, à peut-être. temps limité. Ils ont quand même des potions, des trucs qui doivent aider un peu. Surtout Oui, au niveau médical aussi. Hein. Ouais, C'est ouais. beaucoup plus invasif que nous. Enfin, beaucoup moins invasif plutôt. Et je me suis demandé du coup, est-ce que plus t'es puissant en magie, plus ton espérance de vie est longue? Ouais, c'est possible. On passe à un prochain hibou, celui de Lucie. Hello, je viens de terminer le chapitre 17 du tome 2 et je voulais savoir comment ça se fait, à votre avis, que Fumsec ne meurt pas quand il crève les yeux du basilic, puisque normalement il doit le regarder dans les yeux pour le tuer. Voilà, merci beaucoup. Eh bien merci Lucie, c'est une très bonne question, je dois dire. Après, je pense que les phénix sont quand même très intelligents et très malins. Et c'est vrai que donc je pense que Fumsec il a fait en sorte de ne pas regarder le basilic dans les yeux parce qu'il devait savoir. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, crever les yeux de quelqu'un ou d'une créature sans regarder les yeux, ça paraît un peu compliqué quand même. Enfin, je sais pas ce Après, que moi, vous en pensez. je pense que les phénix, parce que tu sais, en 4e année, quand il y a les dragons, ils disent que leur peau a une grosse protection magique et que la plupart des sorts, ça leur fait rien du tout.
Et je pense que les phénix, ils ont des trucs un peu semblables. Ils ont l'air assez costauds quand même. Donc, mais c'est vrai que ça aurait été marrant qu'il approche du basilic et qu'il se transforme direct en cendre et pouf, un petit poulet. Avant, bon, raté. On sait ce qu'on mange ce soir. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est vrai que c'est un peu marrant de s'imaginer Femsec qui ferme les yeux et qui est là en mode. Tu sais, qui pique en essayant d'attaquer les yeux, mais comme il peut pas regarder, c'est un peu ridicule. Après, on sait que c'est des animaux, des créatures magiques très très particulières. Ouais. Donc, est-ce qu'ils sont pas un peu immunisés du regard du basilic? Ouais, c'est ce que je pense. J'ai cherché Et- un peu, mais il y a aucune info là-dessus. Ou sinon, ils ont comme les chats, ils ont une deuxième paupière Ah pour oui. voir, mais fermée quand même. Ouais. Mais par exemple, on voit sur les chats, j'allais dire Madame Fig, non, Mrs. Norris, la chatte de Rusard, Ah, Mystaigne. Miss Teigne, bah elle, pour le coup, elle est pétrifiée. Donc on sait par exemple que les chats, ils n'ont pas de protection particulière contre les basiliques. Donc c'est vrai que je vois, bon, peut-être que les phénix en ont, mais c'est pas précisé, mais En voilà. même temps, une théorie, elle est un peu tirée par les cheveux. Vas-y, Mais- on adore les théories tirées par les cheveux. On sait que les basiliques, ils peuvent mourir en entendant le chant du coq. Fumsec, il peut ressembler un peu à un coq, donc le basilic a peut-être eu peur, il ne l'a pas regardé droit dans les yeux, et donc Fumsec est arrivé dans un angle mort, et paf, paf, il a taillé les pieds. J'aime bien cette idée. Ah, c'est encore l'autre poulet qui me réveille tous les matins. Ouais, peut-être. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas d'incohérence en soi. Enfin, je veux dire, tout est possible. Et, ça se trouve, en tant que Et- phénix, il est protégé, ou sinon, s'il n'est pas protégé, je veux dire, c'est compliqué, mais c'est pas impossible qu'il crève les yeux du basilic sans regarder ses yeux, quoi. Voilà. Et nous passons au hibou sonore de Lisa. Salut Jérémy, salut Marina. Moi, je viens de commencer votre podcast. Je le trouve vraiment génial. Et j'avais une question par rapport au livre, aussi par rapport au film, mais je ne sais pas si elle a été posée avant. Enfin, si elle a déjà été posée dans vos podcasts, parce que j'en suis qu'au tout début. Mais je me disais, si tout peut être reproduit ou dédoublé, pourquoi est-ce que les Weasley n'utiliseraient pas ce sort pour devenir riches ? Merci Lisa pour ton hibou sonore. Alors j'avoue que c'est une question un peu compliquée. Alors je pense que dans le monde des sorciers, de toute façon, tu n'as pas le droit de t'enrichir grâce à la magie. Mais en même temps, tout dépend ce que tu entends par riche en fait. Est-ce qu'ils peuvent vraiment dédoubler en fait par exemple des casseroles ou des choses comme ça? Ça a été dit plusieurs fois que... Ah oui, s'enrichir dans ce sens-là, parce que moi je pensais à l'argent, et je me dis, les gobelins, direct, c'est sûr, il y a des sorts de protection où ils verraient direct si c'est pas l'original. Du coup, pour l'argent, moi ça me paraissait pas possible, mais Ouais. carrément, pour les objets et tout, pour les objets, en soi, je vois pas ce qui en empêcherait. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une notion qui est toujours un peu bizarre dans Harry Potter. C'est pourquoi les Weasley, on les montre du doigt comme étant pauvres. Parce que pour moi, ils sont pas si pauvres que ça. Enfin, C'est Bah, c'est un peu une grande famille. oui, mais ils n'ont pas assez d'argent pour acheter les fournitures scolaires, ils achètent Oui. des livres d'occasion, ils achètent des vêtements d'occasion, les petits portent ce que les grands portaient. Donc ça montre qu'ils n'ont pas Oui, forcément d'argent pour les parce que habiller avec des vêtements neufs. Ouais, et puis je pense aussi qu'ils sont pas pauvres par rapport à notre vision à nous, mais que le monde est sans pur, voire sans mêler, comme Harry, mais grande génération, c'est des aristocrates parce que c'est des familles sur plusieurs millénaires en fait. Donc il y a pas mal d'argent d'amassé, de biens, et du coup c'est des fortunes qui se transmettent de génération en génération en fait. Puis en fait aussi, ça dépend comme on l'entend, vivre une vie assez riche. Après, sur l'argent, forcément, c'est impossible. Parce que c'est la loi de Gamp pour l'argent, c'est ça? De non, Gamp on sait pas. Mais Non, mais c'est interdit en tout cas. bah, en tout cas, je pense que comme disait Harold, je pense que c'est impossible de payer avec du faux argent. Tu vois, la magie peut détecter très facilement si c'est des vrais galions, par exemple, ou des faux. Donc tout ce que t'achètes dans le monde de la magie, c'est avec du vrai argent, quoi. Mais et puis même par rapport à ce que disait Marina par rapport à la loi de Gaupe qui fait que tu peux pas créer à partir de rien. Ouais. Pour moi, ça voudrait dire que si tu veux dédoubler une casserole, faut quand même que tu aies un bout de métal et de plastique quelque part à côté de toi, en fait.
Bah, après, la loi de Gump, elle dit ça. Enfin, il y a des exceptions, et la seule exception qu'on connaît, c'est la nourriture. Tu peux pas créer de la nourriture à partir de rien, en gros, c'est ça que ça veut dire. Mais par contre, on sait, tu vois, par exemple, avec le sortilège de Gémino, tu peux dédoubler un peu tout et n'importe quoi. Donc, je pense je pense que tu peux dédoubler une casserole. Je sais pas pourquoi on parle de casserole depuis le départ, Bah non, mais c'est vrai que parce qu'elle parle de dédoubler et je vois mal ce qu'on peut dédoubler. Si, peut-être des manuels scolaires, je sais pas. Ouais, ça, c'est une bonne question. Parce que si tu peux Bon. dédoubler des manuels scolaires, par exemple, pour Fred et Georges, elle n'a pas besoin de les payer 2 fois. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, le sortilège de Gemino, il est forcément éphémère parce que sinon, ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un fait tomber un truc dans le coffre de Bellatrix, en fait, elle devient 2 fois plus riche, quoi. Donc, Oui, tu veux dire que la copie ne reste qu'une simple copie qui n'aura jamais le potentiel de l'original. oui, voire même qui s'efface au bout d'un moment. Ouais, sans doute. Un peu comme l'or de Farfadet, enfin l'argent de Farfadet, c'est-à-dire qu'il disparaît, quoi. Mais après, heureusement qu'il y a des règles à ce niveau, parce que sinon, ça serait complètement l'anarchie dans le monde financier des sorciers. Il faut bien des règles, en fait, pour définir des règles financières, en fait. Ouais, c'est Et- ça. Ouais. Parce que sinon, il y a plus de marché, il y a plus d'échanges, en fait, commerciaux. Là, on va loin, mais... Non, mais oui. Et en Et- même temps, c'est que quand on voit le sortilège d'extension que Hermione met dans son sac, qui est dans les valises ou qui est dans les tentes, je me dis, ça sert à rien d'avoir une baraque gigantesque. De toute façon, même avec un cabanon de jardin, tu peux être comme dans un château. Donc, Mais c'est en ça, mais d'ailleurs c'est marrant parce on en parlait dans notre dernier épisode, mais c'est en ça où je disais, je vois pas trop pourquoi on dit que les Weasley sont pauvres. D'accord, ils peuvent pas s'acheter des choses, mais en vrai je me demande vraiment, est-ce qu'il y a une réelle nécessité à être plus riche? Déjà dans le sens global, hein. Mais peut-être particulièrement dans le monde de la magie. Moi, je trouve que les Weasley, ils sont pas pauvres dans leur façon de vivre, tu vois. Ils ont pas besoin d'être plus riches. C'est-à-dire que je sais même pas si les Weasley auraient envie d'être plus riches. Ouais, mais encore Ils tout ça, c'est subjectif. Hein. Ouais. je pense pas parce que justement, c'est une phrase d'Arthur Weasley quand ils arrivent à la Coupe du Monde de Quidditch, de dire à Harry, ah là là, on aime bien regarder sans arrêt chez le voisin et montrer qu'on est mieux que lui. Et il dit qu'il y a une escalade à la démonstration dans le camping de la Coupe du Monde. Qui a la plus belle tante Parce que par exemple, ils ont pas de quoi s'offrir une tante. C'est un de ses copains qui lui a Oui. prêté sa tante. Et puis par exemple, ils n'ont plus allé rejoindre leur fils en Égypte, Charlie, je crois, uniquement parce qu'ils ont gagné à la loterie de la Gazette du Sorcier. Mais sinon, ils n'auraient jamais eu les moyens financiers d'emmener toute la famille voir Charlie. Ouais, alors je crois que c'est Bill, hein. Bill. Parce que Charlie, il est en Roumanie avec les dragons. Ah oui, c'est Bill en Ouais. Égypte. Oui. Alors ça sur le transport, mais on en avait déjà parlé, ça me paraît aussi un peu curieux. Je vois pas pourquoi on a besoin d'argent pour voyager. Mais si, c'est ce qu'on avait dit, Oui. C'est ok, t'as pas besoin de payer le transport, mais sincèrement, moi ça m'embêterait un peu d'aller en Égypte et de retourner chez moi dormir dans mon lit tout le temps. J'aimerais en profiter H24, Complètement. d'aller dans un hôtel égyptien et puis vraiment profiter de la culture à fond H24. C'est pas que tu puisses voyager si facilement sur des longues distances parce que c'est un peu plus. c'est un peu dit en sous-texte dans les livres. C'est vraiment 2 phrases, donc c'est vraiment pas grand-chose, mais tu peux pas transplaner sur des distances très lointaines. Parce que il y a un moment où, bah, justement, quand Dumbledore est parti voir Grindelwald dans la prison, et il y a un moment où il comprend le truc des Horcruxes, et donc il revient en volant, ce qui est déjà pas fréquent. Et à un moment, dans ses pensées, Harry entend qu'il estime être assez proche des côtes anglaises pour pouvoir transplaner. Ouais. Et tu te dis, c'est un sorcier extrêmement puissant qui pense ça. Donc, je pense que peut-être faut, tu vois, faire un réseau de portes au loin ou de cheminées, donc que tu payes des gens et tout. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans le transport qui fait que peut-être faut que tu te déclares au pays que tu arrives. Et d'ailleurs, JK était revenu là-dessus pour le premier Animaux Fantastiques, parce qu'il y avait eu la question, mais pourquoi Norbert Dragono, il prend le bateau pour rejoindre New York? Il peut très bien transplaner. Et elle avait dit que non, on peut pas changer de continent, on peut pas traverser l'Atlantique en transplanant, c'est limité dans l'espace. Et Bah, donc, déjà, ouais. dans la même ville, ça leur arrive de se couper un doigt sans faire exprès. Donc. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça serait long et pénible de faire des grandes distances en transplanant d'un point A à un point B, d'un point A, d'un point B, d'un point A à un point B. Donc effectivement, il y a ça, et puis il y a aussi l'hébergement, enfin tout ça. C'est vrai que
malgré le monde de la magie et toutes les possibilités que ça amène, il faut quand même payer. Enfin, ils ont un système monétaire, voilà, il faut payer les services dont tu veux. Et Donc, puis si tu veux voyager à la Moldue, j'avais regardé le taux de conversion, ça coûte assez cher. c'est Si combien, tu c'est payes combien l'euro là en ce moment sur le marché du galion, Harold, toi qui regardes souvent? ça fait longtemps. Et justement, je rebondis sur ça. Sur France Culture, il y a l'émission Racontez-moi l'écho qui a sorti un épisode sur Harry Potter à l'école du capitalisme. Et comme invité, ils avaient Jean-Claude Milner qui écrit Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques aux éditions PUF, donc c'est les éditions presse universitaire de France. Et c'est un petit épisode de 12 minutes, ça prend vraiment très peu de temps à écouter et c'est très très intéressant à tel point que ça m'a donné envie d'acheter le livre de Jean-Claude Milner. Et notamment, alors je pense qu'il va très très loin dans ses analyses de parallèles d'économie anglaise au 19e siècle, 20e siècle, mais c'est très très intéressant et notamment il fait le parallèle entre la tante Marge et Margaret Thatcher. Alors, dans l'émission, il dit que J.K. Rowling a dit qu'elle s'était inspirée de Margaret Thatcher pour la tante Marge. Alors, je voudrais justement acheter son livre pour lire et pour voir s'il source ses propos, surtout parce que ça j'ai jamais vu. Mais il va très loin. Par exemple, quand la tante Marge gonfle, il dit que c'est en fait une allusion au film le Dictateur de Chaplin qui joue avec un ballon en forme de terre, etc. Je pense qu'il part très très loin dans ses délires, mais je pense que c'est très très intéressant à lire, surtout si on s'intéresse à l'économie anglaise. Et je pense que je vais me faire un petit plaisir. Et surtout, en fait, les éditions PUF, je pense que les étudiants en droit le connaissent bien. C'est des petits livrets, en fait, très faciles à lire, très accessible et toujours très très intéressant. Donc voilà, si vous souhaitez écouter ça, c'est sur France Culture. Et on attend que France Culture nous fasse une recommandation fréquence 9-3-4 en retour. Ça serait bien. Nous sommes là, France Culture. Oui, Harold. Oui, non, c'était pour te dire qu'à l'heure actuelle, un galion, ça fait à peu près 8 € et 8 centimes. T'as été regardé sur la bourse sorcière. Non, c'est parce qu'il y avait une info de la valeur en livres qui avait été donnée en 2001. Je pense que c'était dans les interviews qu'elle avait données à un moment. Il y a un CAC 40. D'après la valeur de la livre à cette époque-là, tu peux continuer à suivre le cours. Allez, il est temps de passer au dernier hibou sonore de cette émission. C'est celui de Rachel. Salut Jérémy, salut Marina, je suis super contente de vous envoyer un message audio. Déjà, je suivais Jérémy dans le podcast et à l'époque j'étais au Liban et maintenant je suis en France. Alors, j'aurais une question qui vous concerne vous en fait. Si vous étiez prof à Poudlard, quelle matière vous auriez choisi d'enseigner et puis quel style de prof vous auriez été? Je vous fais de gros bisous et j'adore votre travail. Merci beaucoup Rachel pour ton hibou sonore et ta question. Je me suis pas mal posé la question, c'est une question que je me suis jamais posée. Quelle matière j'aurais aimé enseigner? Donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, je sais pas, j'ai éliminé par défaut parce que je me vois pas prof à Poudlard, mais si je devais choisir une matière, je serais peut-être professeur d'astronomie. Parce que ça te va bien. Ouais, je trouverais ça cool d'enseigner les astres et les mystères de l'univers d'un point de vue sorcier. Enfin, en tout cas, déjà, rien qu'en tant qu'élève, j'ai envie d'avoir un cours d'astronomie, quoi. Et voilà. Et si c'était pour enseigner, je choisirais celle-là. Et je pense qu'en type de prof, je serais un prof un peu bavard. Non, c'est pas vrai. Bavard, toi? Never. Peut-être un peu bavard et je partirais loin aussi dans les métaphores, la philosophie, avec la magie, les astres et tout. Enfin, voilà. Jérémy, tu lui donnes un mot et tu fais une disserte de 3 heures. Bah là, magie, astre, j'adore. Je sais pas, vous, quelle matière vous auriez aimé enseigner à Poudlard? Je sais pas du tout. Ouais, j'aime bien... Après, je suis pas trop comme ça dans la vie de tous les jours, mais j'aimerais bien un peu être la prof un peu bizarre qui enseigne la divination. Trilonné, quoi. Ouais. Mais en même temps,
Heureusement que je suis pas professeur parce que je pense que je serais un peu trop sévère et un peu trop cash avec mes élèves. Tu veux pas travailler? Ben écoute, moi je m'en fous, tu sais, je serais le genre de prof à dire, tu sais, moi, j'ai mon travail, je gagne mon salaire, j'ai ma maison. Toi, t'as tout à faire, bah débrouille-toi. C'est Ouais. carrément pas la bonne solution, c'est pas carrément le bon comportement pour être prof, hein. Donc je ne suis pas prof. Donc, ça serait quand même divination pour toi. Ouais, je trouve ça assez cool. Je ferais brûler de la sauge et tout, du papier d'Arménie. Je m'habillerais avec des châles et tout. Et il y aurait 10 millions de chats avec toi Ouais, aussi c'est dans ça. la salle de classe. Et toi, Harold? Un peu un mélange de vous deux dans le caractère. Je pense que je parlerai beaucoup en ayant rien à faire si on m'écoute pas, mais que je serai intraitable pour les examens. Charge à eux de m'avoir écouté ou pas. Voilà, c'est ça. Et après, je crois que j'aurais bien aimé quand même, ça peut paraître un peu classique parce que ça se rapproche du monde véritable, mais soit en créature magique ou botanique, si j'avais pu importer un peu l'idée, parce que les potions, ça m'a toujours choqué d'imaginer le nombre de machins qui devaient massacrer pour les cours de potions. Ouais, c'est pas vegan Quand- tout ça. Pas très vegan, vois, ouais. quand je vois qu'ils sont 10 ou 15 par classe et que chacun a son foie de dragon, je me dis, mais mon Dieu. Ouais. Je le ferai pas non plus, hein. Ça c'est clair. Et du coup, à chaque fois, il y a 50 millions d'ingrédients, souvent animal d'ailleurs. Et donc, si tu peux inculquer un peu le respect animal. Puis, je sais pas, de la forêt interdite, il y a l'air d'avoir des animaux un peu rares, pas forcément répertoriés. Je pense que ça peut être un bon sujet d'étude. Je crois que ça m'aurait bien plu. Je te vois bien. Je te vois bien, prof de botanique et même sans créature magique, ouais. Ça te va bien. En laissant une petite plante carnivore à l'entrée pour voir s'ils ont bien écouté, s'ils savent sur quel bouton ils vont passer. Pour croquer quelques doigts. Et ben voilà, c'est la fin de cette volière. Merci à tous ceux qui nous ont contactés. Et si vous nous avez envoyé un hibou et qu'on ne l'a pas cité, ne vous en faites pas trop, ça sera sans doute pour un prochain message. Si vous souhaitez apparaître dans la volière, contactez-nous en message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, ou encore par email moldu à l'adresse fréquence934@gmail.com. N'hésitez pas à enregistrer votre voix sous forme de hibou sonore, c'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous diffuser. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les liens en description de l'épisode comme d'habitude. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment chaud au cœur. On voit aussi que certains d'entre vous nous écoutent de plus ou moins loin. On pense notamment à Tatiana qui nous a récemment contactés et qui nous écoute de Russie par exemple, c'est génial. N'hésitez pas à nous dire si vous nous avez écoutés ailleurs qu'en France métropolitaine. C'est toujours sympa de savoir jusqu'où se propagent les ondes de notre petite fréquence. On espère que cette nouvelle formule, une nouvelle fois avec invité, vous plaît autant qu'à nous. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Harold, et j'espère que ça t'a plu aussi, cet épisode. S'il y a des fans, des anciens fans qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à le dire, ça me fera chaud au cœur. Franchement, c'est comme on a dit à Lucas au dernier épisode, on reçoit très très souvent des hiboux qui nous demandent mais les autres, ils parlaient aussi de faire une émission de leur côté, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'ils ont lancé un truc? Je me rappelle encore le dernier message. Ouais, pas de souci, en décembre, on aura un épisode. 3 ans plus tard. Vous avez fait des dessus. Non, mais c'est l'horreur. Bon. Non, mais si un jour vous êtes motivé, c'est vrai que, bon, un peu comme moi, je suis parti parce que projet perso et projet professionnel qui fait que, et vous, c'est un peu pareil, hein, vous êtes un petit peu éloigné, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, sachez que si jamais vous voulez quand même vous réunir dans la mesure du possible et faire une émission podcast, je pense qu'il y a des gens qui seront très contents de vous réentendre de façon régulière. L'émission tous les 3 ans, un épisode de qualité. C'est à nous choper, les places seront limitées pour les écoutes, les stars absolues. En tout cas, c'est pour ça qu'on est super content de pouvoir enregistrer des invités dans de bonnes conditions maintenant, parce que on a vraiment envie d'inviter des anciens du podcast, notamment. Là, on a eu Lucas au dernier épisode, maintenant c'est toi. On a envie d'en avoir d'autres aussi, parce que voilà, c'est très cool de vous réentendre, et je pense que des auditeurs du podcast sont aussi contents que nous. Et c'est vrai que ça donne envie, si les temps prochains sont plus cléments avec nous, de s'imaginer sur un événement en extérieur, se croiser et en même temps mixer ça avec un enregistrement audio, ça pourrait être rigolo et très sympa. Complètement. Ouais, c'est sûr. On réfléchit d'ailleurs à
à venir au prochain bal des sorciers. Donc on pourra en reparler en privé, mais oui, là, c'est depuis 1 an, c'est mort les événements, mais ça va reprendre. Et la dernière fois, c'est notre ça. voiture nous avait lâchés. Ah oui. Donc oui. on aura notre nouvelle voiture normalement pour le bal des sorciers. Donc c'est bon, on aura notre transport magique. Complètement. Mais ouais, ça sera un plaisir de se voir en vrai sur un événement, complètement. En tout cas, si vous prenez autant de plaisir à nous écouter que nous à enregistrer, n'oubliez pas de nous laisser une petite note. Et oui, Harold, c'est notre moment youtubeur. Et un petit commentaire dans le cas où vous utilisez Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple, voire à vous abonner sur notre chaîne YouTube si c'est la plateforme que vous préférez pour nous écouter. Lâche un like. Pour le référencement, c'est ça, je sais même pas le faire en fait. La petite clochette. Pour la notif. Peu importe le moyen que vous utilisez, merci à tous pour être là. Et si vous souhaitez garder le contact avec nous et d'autres auditeurs, les réseaux sociaux sont là pour ça. Notre groupe Facebook est particulièrement intéressant dans le cas où ça vous intéresse de discuter et d'échanger avec notre petite communauté. À l'heure où on enregistre, notre serveur Discord est toujours en chantier parce que on se rend compte qu'on est un peu vieux, on sait pas trop comment faire, mais ça ne va pas tarder à arriver aussi, donc restez bien connectés. Ça pourrait être sympa de créer quelques salons de discussion spécifiques et faire du vocal en dehors des émissions aussi. Bref, on vous tient prochainement au courant. Au-delà de nous écouter et de nous suivre, vous pouvez également nous soutenir avec quelques galions sur notre page Tipeee, dont le porte-loin est lui aussi en description. C'est grâce à tous les soutiens reçus jusqu'à maintenant qu'on a par exemple pu enregistrer cette émission avec Harold dans de bonnes conditions, avec un matériel correct. Et comme d'hab, on n'oublie pas de citer tous les tipeurs du moment, à savoir Lucie, Yourad, Marie, le Super Panda, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larynthmancien, Clara, Marion, Chloé, Améry, Aurélien, Cali, Mathilde, Miss Bookin et Kalma Robot. Merci à tous de contribuer à l'évolution de ce podcast, ça nous touche beaucoup. Et Harold, une dernière fois, merci beaucoup de ta participation, c'était super sympa. Si. Et peut-être qu'on te réinvitera aussi, on a encore plein de chapitres, donc C'est vrai. on a plein de gens qu'on aimerait inviter, mais on réinvitera des gens qui sont déjà venus, forcément. Enfin, si tu l'acceptes. Si tu as oui. passé un bon moment. Avec plaisir. Si tu nous dis merci pour ce moment. Merci pour ce moment. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. C'est vraiment très bien ce qu'ils font. Allez, on se retrouve prochainement et très certainement avec un autre invité pour le chapitre 6 du Prisonnier d'Azkaban qui s'intitule Coup de griffe et feuille de thé. À bientôt tout le monde. À très vite.